Il est 7h27, un samedi matin. Il fait encore nuit noire en ce mois de mars. Heureusement, le temps prévu pour la journée est sec. Les chevaux et cavaliers s'échauffent, les équipes s'activent pour les derniers préparatifs de cette longue journée. Tout le monde est un peu fébrile, les objectifs de la journée sont différents pour chacun. Au milieu de ce brouhaha, il y a un homme, grand, un peu bedonnant, sa lampe frontale éclaire le chemin. On ne voit pas son visage, mais tout le monde sait de qui il s'agit. Il a un objet précieux dans la main, un micro. 3 minutes avant le départ de cette C8 2 étoiles de Fontainebleau. Je suis sûre qu'en le disant, vous avez un petit peu entendu sa voix. Tout le monde est silencieux et attend le top départ. Pas besoin de regarder le grand panneau qui indique l'heure. Hervé est là pour rythmer cette journée. Hervé Guédon, c'est l'un des piliers de l'endurance française. Il est tellement un pilier qu'on pourrait croire qu'il appartient à la discipline. Moi, quand je ferme les yeux et pense au départ de ma première 100 km, ce moment que j'avais à la fois attendu et redouté, je sais qu'il est là, quelque part. Avec sa voix posée et grave, il annonce les dernières infos dont on a besoin pour passer une bonne journée. Presque à veiller sur nous. Alors lorsqu'il nous annonce qu'il prend sa retraite, un grand vide s'installe. Mais plutôt que de s'arrêter là, j'ai eu envie de prendre le temps de mieux connaître l'homme derrière cette voix, et de remonter avec lui du fil de plus de 30 ans d'endurance. 30 ans de course, de rencontres, d'évolutions, racontées par celui qui, pendant toutes ces années, les a fait vivre au micro. Bienvenue dans cet épisode avec Hervé Guédon. Salut Hervé, comment tu vas ? Je vais bien. Tu vois, le beau temps arrive, donc tout va pour le mieux pour l'instant. Parfait. Alors, pour ce podcast, je voulais revenir sur tout un tas de choses, notamment sur ta carrière de speaker en endurance, bien sûr, mais j'aurais aimé qu'on commence par... j'aimerais que tu nous parles en fait de qui est Hervé au-delà de l'endurance. Alors, est-ce que tu pourrais me raconter, par exemple, quel était ton métier? Qui es-tu au-delà de cette voix qu'on connaît tous? C'est très simple. Quand j'ai démarré l'endurance, j'étais commercial, donc dans une entreprise nationale qui s'appelait Pionnier d'ailleurs. Les instruments de musique et d'autoradio et autres que tout le monde connaît. Et j'avais des enfants jeunes qui allaient au centre équestre, et un jour le centre équestre a organisé une course d'endurance. Ils m'ont demandé d'intervenir en tant que parent des enfants. Et ils m'ont donné le micro et j'ai démarré comme ça. Je ne connaissais rien au cheval, je suis jamais monté à cheval, je l'ai déjà expliqué, je suis jamais monté, je ne connaissais rien. J'ai démarré comme ça, ça a fait ce que ça a pu, mais bon, c'était marrant, j'ai continué un petit peu sur d'autres courses régionales après, et puis voilà, la suite est arrivée. Ça a vraiment commencé en 1995 avec les championnats d'Europe de Morlaix. Moi, je voulais te faire parler de plein d'autres choses, notamment le fait que, en fait, l'endurance, telle qu'on en parle aujourd'hui dans ce podcast, c'est pas la première expérience de l'endurance que tu as connue. Est-ce que ça te dit quelque chose quand je te dis ça? Une expérience d'endurance, mais avant les chevaux. Avant les chevaux, tu vas parler de moto là, non? Oui, je parle de moto. Et toi de moto, ça a été ma première passion. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être, que mes filles sont passées au cheval, parce que je voulais pas qu'elles s'intéressent à la moto. Pourquoi? Parce que moi, je sais pas, c'était compliqué, c'est vrai, c'était difficile. Je connaissais les risques de la moto et des choses comme ça. Moi, je pensais que l'équitation, c'était un sport vachement cool, quoi. Et quand je me suis aperçu, j'ai vu que les poneys c'était aussi con qu'une moto, un poney. Donc c'était un peu compliqué. Mais bon, je regrette rien, mais c'est vrai que j'ai eu toute ma jeunesse et un début de ma vie, ça a été ponctué par la moto et par l'endurance moto, puisque j'ai eu la chance donc d'avoir monté une petite écurie avec Guy Coulon. Guy Coulon, qui n'est autre que l'ingénieur en chef de Tech 3, qui a fait des grands prix après. On avait comme pilote aussi Gérard Coudray, qui a été champion du monde avec Honda. Donc j'ai bien vécu quelques années l'endurance moto sur les 24 heures, les 6 heures, toutes ces choses-là. Donc l'endurance, c'est vrai que l'endurance moto, ça m'a plu. Si j'avais pu y rester, j'y serais resté encore un petit peu plus, quoi. Ok, et bah c'est trop bien que tu parles de tout ça parce que je vais pouvoir te sortir ma première carte. Et j'ai réussi à appeler Guy Coulon qui m'a parlé de toi. Alors, je vais mettre Guy le Coulon. oui, Ah hem, oui. je vais mettre l'enregistrement. Tu vas me dire si tu entends, parce que ça, c'est un petit truc technique, je suis pas sûre. Alors,
début des années 70, je faisais des cours. Oui, j'entends, oui. Tu OK, super. Oui. Allez, ça je laisse Guy Coulon parler alors. Au début des années 70, je faisais des courses de côte, et donc comme il aimait bien les courses, tout ça, donc il nous donnait, on était une équipe de bénévoles hein, finalement, donc il nous donnait un coup de main, etc., etc. Comme ça, et puis en 79, aux 24 heures du Mans, qui se court aujourd'hui, Mmh. 24 heures du Mans moto, il y avait une nouvelle catégorie qu'ils appelaient Silhouette, et donc ils se couraient avec des motos proches de la Chérie. Et on s'est dit, tiens, comme ça, entre nous, tiens, on essaierait bien de s'engager, d'engager deux motos, une moto d'abord, éventuellement, Mmh. pour concourir dans cette classe-là. Et puis Hervé dit, bah, moi, si tu veux, j'en paye une, et puis comme ça, on en engage deux, et puis voilà, et puis chemin faisant, on a commencé comme ça en 79, où on a fait 5 et 6 de la catégorie, je crois. Mmh. C'était plutôt pas mal. Mmh. Donc ça nous a donné envie de continuer. Deux courses plus tard, on fait podium, fait troisième place aux 24 heures de Spa au scratch. Donc ça, c'était Mmh. bien. Alors évidemment, on n'était pas pilote, c'est nous on organisait l'équipe et on faisait rouler des pilotes, D'accord. des pilotes qui pilotent quoi. D'accord. Et voilà. Et donc c'est bah, c'est l'histoire de passion et d'amitié entre nous qui fait que qu'on s'est lancé comme ça. Et puis tout à petit, donc après 82, puisqu'en 82 j'avais mon équipe et il venait, on continuait de collaborer, etc. Et lui, il avait toujours son travail Mmh. à côté, quoi, hein, évidemment. Donc voilà, ça a surtout été, je dirais, les années 70 jusqu'à fin 82, où on a où on a beaucoup collaboré ensemble et où il a été un élément déterminant dans mes débuts, en fait. D'accord. Quel était son rôle un peu plus précisément? J'ai du mal à m'imaginer comment vous pouviez collaborer du coup. Eh ben, du coup, il collaborait financièrement, Oui. d'une part, et puis bah, pour faire fonctionner le team, c'est-à-dire il faut faire un peu de tout et de la mécanique et Mmh. de la logistique et de bah, vous savez, à cette époque-là, les équipes n'étaient pas très professionnelles, D'accord. donc c'était des amis qui venaient vous donner un coup de main et il fallait s'occuper de tout, hein, aller faire monter les pneus, s'occuper de l'essence, ranger les pièces, organiser le box, D'accord. faire des déplacements, tout ramener, tout remettre en état, tout recommencer. Mmh. Voilà. D'accord, donc en fait, vous aviez une équipe ensemble, de MotoGP, en endurance, c'est ça? Là, c'était pas MotoGP, oui, c'était l'endurance, Ah, endurance et course de côte, quoi. OK. Au début, c'était course de côte, principalement dans l'Ouest et le Grand Ouest. Et après, jusqu'à fin 82, tout pendant que Hervé il a collaboré avec moi, c'était championnat du monde d'endurance. D'accord, et du coup, il avait une place importante dans votre milieu ou j'ai du mal à Ah voir? oui, tout à fait, tout à fait. C'était un dans l'équipe, c'est le seul qui, notamment, qui avait un apport financier qui est Mmh. pas négligeable, Oui. hein, bien entendu. Moi, d'une part, au début, je travaillais, mais après, je pouvais plus travailler parce que ça me prenait trop de temps. Mmh mh. Donc, lui, il continuait d'avoir un travail à l'extérieur et Mmh. donc consacrer moins de temps au team, mais c'était une façon de faire fonctionner le. Voilà mon cher Hervé. Mmh. Bah, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'avoir entendu, Guy, parce que ça fait quelques années, je l'ai vu il y a 7-8 ans, chose comme ça, mais pour la dernière, fois, je vais pas dire que la dernière, mais la dernière fois que j'ai vu il y a 7-8 ans et bon, je sais qu'il est toujours très occupé par, son équipe, qui fait les 24 heures, qui fait toujours de l'endurance, mais ils se sont c'est un peu, spécialisés dans le Grand Prix aussi, hein, parce qu'ils ont fait des Grands Prix, que si tu as suivi la carrière de Tech 3 et ça a été une des équipes très, très intéressantes. Bon, c'est vrai que comme il disait, moi j'avais un job à côté, donc et puis un jour j'ai eu des enfants et une femme, il a fallu que je m'arrête parce qu'il fallait nourrir tout le monde, donc je me suis arrêté et dans ce qui est le pilotage, parce qu'au début ça m'intéressait assez quand même, puisqu'on a tous envie d'être pilote. Je me suis vite aperçu que je n'avais pas la cadence et que si j'essayais d'aller vite, ça aurait fini mal, quoi. Donc on a arrêté tout ça et puis on a trouvé d'autres positions
dans l'équipe parce que Guy, lui, était pilote aussi de sidecar vitesse, quoi. Et donc là aussi, bah, ça allait, mais comme il dit, on peut pas tout faire, quoi. Mais ici, il faut être bon, surtout en tant que pilote, parce que c'est quand même la pièce maîtresse, et quand on se sent pas, il faut mieux pas y aller, quoi. D'accord. Donc ça fait plaisir. Je te remercie, et et t'as dû bien chercher pour aller le trouver là-bas. T'aurais dû me demander le numéro. Moi, je l'avais. Il y a pas de problème. J'ai les Ouais. bons contacts, j'ai des petits, comment dire? Voilà, on m'a aidée. Donc c'était pas difficile à trouver. Mais du coup, tu as été, en fait, au début, de l'endurance et en fait, en moto et heu, avec les chevaux, en fait. C'est ça qui est assez, Alors au début, non. Quand j'ai commencé l'endurance cheval, j'avais arrêté l'endurance moto. mmh, Hein, au début, j'habitais en Mayenne, j'étais venu donc habiter dans le Finistère. Dans le Finistère, j'avais complètement abandonné la moto parce que mon boulot m'occupait à temps complet, et puis bon, il y avait ma famille aussi, donc il fallait que je m'occupe, et j'avais donc cédé. Mais on avait eu des belles aventures parce qu'avec 2 autres copains, on avait fabriqué donc un moteur 500 mono qui a participé aux 24 heures du Mans aussi. Donc si tu veux, on a eu plein d'aventures en moto avant, mais bon, ça, c'était dans un autre monde, quoi. C'était vraiment génial. Donc quand je suis arrivé en Bretagne, il y avait une de mes filles, Héloïse, qui semblait intéressée par la moto, était toujours sur la moto, broum, broum, broum. J'ai dit: «Vaut mieux que je l'occupe à faire autre chose, qu'elle ne prenne pas l'idée de vouloir faire de la moto quand elle sera plus grande». Et c'est pour ça qu'on est allé. Il y avait un club, un centre équestre à côté, donc c'est pour ça qu'on est allé au centre équestre et que je les ai mises au poney, quoi. Avant de parler un peu plus, en détail de l'endurance, Guy Coulon m'a raconté un truc, c'est que tu avais percuté avec ta voiture un véhicule de l'armée ou quelque chose comme Ah ça. oui, oui, il t'en a raconté des choses, quoi. C'est c'est dire qu'en février 75, je rentrais du travail, et il y avait des militaires qui étaient en manœuvre. C'est les manœuvres militaires, comme tout, et ils étaient sur la même route que moi, et à un moment de temps, on leur a donné ordre de faire demi-tour, et si tu veux, il y a une automitrailleuse qui était donc en tête, qui s'est avancée sur la route, qui a voulu reculer, mais qui a mélangé ses vitesses et trucs machin. Elle est restée en travers, et je me la suis percutée comme ça, mais à fond. Donc à fond, donc voilà, j'étais sur la route du retour, une ligne droite, je l'ai jamais vue, je suis rentré dedans, boum, et j'ai pris la forme de la voiture, et là où il y avait pas de place, ça a cassé, quoi, c'est tout. Mais je suis ressorti vivant de la voiture, quoi. Pas de problème. OK. Un petit job original. Mmh. OK, maintenant qu'on a parlé de cette partie-là de ta passion, on va parler, de l'endurance équestre. Alors, tu as commencé à skier dans les années 95-96. Il me semble que tu te souviens plus trop exactement c'était laquelle, la course sur laquelle tu as commencé? Alors la course, j'ai commencé en tant que bénévole avec des fonctions importantes sur le championnat d'Europe de Morlaix en 95. Donc c'est D'accord. moi qui organisais le site là-bas, j'avais le site, mais je n'étais pas à cette époque-là, speaker. J'étais speaker sur les petites courses régionales, mais je n'étais pas sur les grands. Et cette course-là, je n'ai pas été speaker non plus sur le championnat d'Europe. J'avais beaucoup d'autres choses à faire, donc le problème, c'était mes amis, Jean-Yves Le Gall et Alain Henry, qui était speaker du championnat d'Europe. Et donc ça, la course s'est très, très bien passée, hein, et donc il y a eu un beau championnat d'Europe, aucun problème. Et l'année suivante, enfin sur la fin de l'année 95, début 96, Jean-Pierre Allégret et Pierre Cazes sont venus me trouver et m'ont dit: «On voudrait qu'il y ait un speaker sur toutes les épreuves internationales en France, les 3 étoiles, 2 étoiles à la rigueur, mais surtout les 3 étoiles». Et ils m'ont dit: «Est-ce que ça t'intéresserait?» Je dis: «Oui, mais ça m'intéresse, mais avec les moyens que j'ai, les connaissances que j'ai». Les moyens, c'est vrai, puisque c'était le CNRE à cette époque-là qui était aux commandes. Je dis: «Oui, ça m'intéresse, mais j'ai pas beaucoup de connaissances dans le domaine». Il dit: «Bon, ben, on va faire des essais». Et on a fait des essais sur l'année 96, où j'ai fait toutes les nationales 3 étoiles, et puis ça s'est a priori bien passé puisque j'ai été reconduit l'année suivante, et ainsi de suite, et ça a duré 30 ans. Eh beh, c'est super que tu parles de ça parce que je vais sortir une deuxième carte. La deuxième personne que j'ai eue au téléphone, c'est Jean-Pierre Allégret justement, qui va nous raconter comment est-ce que ça s'est déroulé, si ça te va? Très bien, oui. Allez, on écoute Jean-Pierre Allégret du coup. Donc c'est dans les années 95-96-17. À l'époque, j'ai dirigé le CNRE avec Pierre Cazes.
Et j'étais souvent président de jury sur les épreuves CEI françaises. Ouais. Et le CNRE, à l'époque, était l'organisateur des épreuves en collaboration avec des équipes locales. Et donc, avec Pierre, souvent, on était amené à discuter que, en fait, on s'ennuyait sur les épreuves, il se passait rien. Enfin, il se passait des choses, mais les gens ne comprenaient pas, quoi. Donc, on voyait les chevaux partir, on les voyait revenir, on voyait des attroupements, des vétérinaires. Et s'il y avait le moindre public ou ça, comment voulez-vous qu'ils comprennent si on leur a pas expliqué ce qui se passait, qu'est-ce qui était en jeu Ouais. et donc et les remises des prix étaient pas terribles. Alors on s'est dit il faudrait qu'on trouve quelque chose, euh, un animateur comme ça existe sur d'autres disciplines sportives qui anime un peu. On ne pourra pas changer les chevaux partent sur les pistes, mais au moment où ils sont et si les horaires sont bien faits, on peut avoir une continuité de chevaux présents et animer, présenter, Mmh. ne serait-ce aussi que mettre de la musique et autre chose. Et faire une belle remise des prix, voilà. Et donc, on était parti sur cette idée-là. Et en conséquence, on a, en 95, 96, on a d'abord essayé une personne, mais ça n'a pas marché parce que en fait, on s'est aperçu qu'on faisait une erreur. Il suffisait pas non d'avoir quelqu'un qui sache parler d'un micro, il fallait au moins quelqu'un qui connaisse l'environnement, un peu les chevaux et Mmh. qui était participant. Et à l'époque, au CNRE, j'avais embauché Hervé, Mmh. Hervé Guédon pour faire du démarchage, de trouver des partenaires, des sponsors, parce que on voyait bien que pour boucler les budgets, il fallait un petit complément. Donc, il travaillait dans mon équipe au CNRE et un jour, en fait, il faisait un peu d'animation aussi dans les cours de Bretagne, sur les petites cours de région. Et j'ai dit à Pierre Caz, mais écoute, si on proposait Hervé, si on faisait un test avec Hervé. Mmh. Donc ça, c'est en 1996 et donc ça fait 30 ans. Ouais. Hervé est parti sur les épreuves. Alors, bon, il partait avec sa sono. À l'époque, on avait une arse pour faire les lignes d'arrivée. Et puis, ben, la mayonnaise a pris tout de suite, quoi. Hein. Et de fil en aiguille. Donc, il a fait des premières courses. On ne sait plus exactement quelle est la première course, mais il se rappelle qu'il avait fait Montpazier. Enfin, je ne sais plus si c'était déjà Montpazier, mais enfin, c'était organisé par les équipes de la Fort. Et donc, il a fait quelques épreuves dans le sud. Évidemment, il a fait celle qui était en Bretagne. Et ben voilà, de fil en aiguille, il s'est rendu indispensable au bon fonctionnement d'une épreuve. Et quand le CNRE l'endurance a été absorbée a rejoint le giron de la FFE, et ben lui, bon, non, il était plus employé au CNRE, donc il a continué seul, solo, de faire ses épreuves sur toute la France, voilà. Et même éventuellement, je crois qu'il en a fait quelques-unes à l'étranger, en Belgique, ou quelque chose comme ça. Voilà l'histoire d'Hervé en résumé, quoi. Vous disiez qu'avec la première personne, ça s'était pas bien passé parce qu'elle connaissait pas les chevaux, mais du coup, Hervé, il a vraiment bossé, en fait, pour connaître les gens, connaître les chevaux? Alors, Hervé, d'abord, Hervé est du giron de l'endurance. En fait, Hervé avait organisé avec moi les championnats d'Europe en 1995 à Morlaix. Hervé avait deux filles, enfin, il a toujours deux filles. Il avait ses filles qui couraient en endurance dans un centre équestre de la Pointe du Finistère, du côté de Brest, par là. Et Hervé était bénévole dans l'équipe d'organisation du comité régional, du comité des raids d'équestre du Finistère. Donc, il côtoyait déjà le milieu, quoi. Oui. Donc, pour lui, ça a été déjà quelque chose d'assez simple. À la suite de ça, ben, il a bossé, c'est-à-dire il prépare toutes ses épreuves avec les origines des chevaux, les performances des chevaux et des cavaliers, et ainsi de suite, quoi. C'est pas, quand il arrive, il n'est pas les mains dans les poches, il a déjà Non. un bon dossier sur l'épreuve, quoi. J'ai une Ouais. anecdote avec Hervé, mais elle a rien à voir avec Oui, dites-moi. son métier de sticker. Je vais vous le dire.
En fait, quand on a organisé en 80, à l'époque, moi, j'étais un peu fou, quoi, hein. J'avais, en 95, j'avais 45 ans et je m'étais mis dans l'idée d'organiser les championnats d'Europe à Morlaix. Ouais. Et à l'époque, j'avais des grandes idées dans ma tête et en discutant comme ça, j'ai dit: «Bah, écoute, on va pas faire que l'endurance, mais pour faire connaître aux gens l'endurance, aux autres, faire une relation entre les autres disciplines et l'endurance, il faut qu'on fasse une animation». Et donc on faisait ça dans un centre d'exposition à Morlaix avec une grande halle et on avait j'avais fait que chaque soir ou chaque après-midi, il y avait une animation. Un jour du rockball, un jour du SSO, un jour de je ne sais plus quoi comme discipline, Ouais. du dressage et des choses comme ça. Et seulement, pour chacune des disciplines, eh bien, évidemment, ben, il fallait aménager le hall des expositions et aménager une toile. Et Hervé était justement cette personne à qui faisait cette tâche-là. Et pendant les championnats d'Europe, ben, toutes les nuits, avec des tractopelles et son équipe, il démontait la structure de l'exposition, il remettait du sable, il déplaçait les tribunes et ainsi de suite. Et ça pendant 8 jours, et c'est ce qui a en fait scellé notre amitié à partir de ça pour tout Waouh. le reste et jusqu'à maintenant encore. Voilà. Mais oui, bah, ça me fait bien plaisir d'entendre. Enfin, j'ai toujours de très bonnes relations avec Jean-Pierre et j'ai vécu beaucoup de grands événements avec lui, puisque 95, donc, il y a eu le championnat d'Europe. 96, il y a eu un championnat de France à l'Andivisio. 97, un championnat de France à l'Andivisio. 98, on a commencé les épreuves pour le championnat du monde de 2000 à Compiègne. 98, 99, 2000. Et après, il y a eu les championnats des jeunes qui avaient lieu en Bretagne, à Locminé, choses comme ça. J'ai vécu des événements inimaginables avec Jean-Pierre. C'est vrai qu'il avait, il a toujours quelques dizaines d'années d'avance sur nous, quoi, il y a pas de problème. Il faut le suivre et donc tu le laisses parler, tu prends ce que tu as envie de prendre et puis c'est bien comme ça, quoi. C'est vrai que c'est vraiment génial. Moi, j'ai vécu de belles années et c'est un grand organisateur, quoi. Il disait, à un moment qu'il avait essayé, avec, quelqu'un d'autre et que ça avait pas trop marché. Est-ce que enfin, du coup, il dit pas trop pourquoi est-ce qu'avec toi ça a mieux marché? Enfin, en effet, tu connaissais déjà l'endurance, mais pourquoi à ton avis, Bah, je sais pas parce que je ne connaissais pas la personne qu'ils avaient essayé avant. d'accord. Ça n'en sais rien, mais bon, peut-être, une aisance. Je sais que j'ai toujours été attiré, moi, beaucoup plus par les cavaliers que par, les origines que je connaissais pas beaucoup, hein, au début. Donc j'ai décidé je m'adressais aux cavaliers, je faisais plus d'interviews, plus d'animations, plus de choses comme ça. C'est peut-être ça qui leur a un petit peu plus plu, c'est vrai parce que c'est assez compliqué quand même de d'essayer d'essayer d'intéresser des gens à l'endurance, mais c'est vrai et je crois que j'avais fait le bon choix de partir avec les cavaliers, ouais, de faire parler les cavaliers et puis bon, ils s'y sont habitués aussi parce qu'au début, c'était compliqué de les faire parler. Ils s'y sont habitués, ils venaient facilement et puis on discutait et puis on a eu après d'excellentes relations. On a des souvenirs, je veux dire, de 30 ans, de jeunes, de moins jeunes, de vieux qui sont venus, qui ont parlé, qui s'exprimaient. C'est vraiment génial, génial. Oui, tu as eu le sens, de comment dire? De la mise en valeur des épreuves, en fait, qui a fait que tu es devenu, ben, voilà, le speaker, le speaker que tout le monde attend, quoi. Hem, Oui, bah, c'est-à-dire que c'était pas compliqué d'être speaker parce que j'étais tout seul à l'époque. Donc, ils avaient pas beaucoup le choix. Ils avaient pas beaucoup le choix. Enfin, ils pouvaient prendre quelqu'un d'autre. Il y avait des courses avec quelqu'un d'autre et il y en a d'autres qui ont très, très bien fait. Il y a pas de problème. Mais c'est vrai, bon, bah, ça se passait bien mais c'était très compliqué au début parce que, si tu veux, on n'avait pas les moyens qu'il y a maintenant et par exemple, ne serait-ce que les origines. On arrivait sur une course et on n'avait pas de site où on trouvait tout ça. Donc on donnait une feuille au cavalier et il dit: «Tu nous rends la feuille avec, les origines de ton cheval, le palmarès, le truc et machin». Waouh. C'était écrit n'importe comment, illisible, tout ce que tu veux, ça a été vraiment, vraiment une catastrophe. Et un jour, un Breton, Jean-Luc Breton d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Luc Breton, s'est mis à faire un site qui s'appelle National Bretonne, où il enregistrait les origines des chevaux et les palmarès des cavaliers. Wow, OK. Et et ouais, et il a commencé à travailler là-dessus. Il a eu de plus en plus de tous les chevaux qui étaient en course, j'arrivais à les trouver sur ce site, national bretonne et maintenant c'est un très, très beau site et je m'en suis servi
pendant 30 ans et je le remercie parce que je ne sais pas s'il n'y avait pas eu ce site National Bretonne, je suis pas sûr que j'aurais pu tenir 30 ans parce que c'était vraiment une catastrophe, la façon dont on travaillait au début, hein. D'aller chercher les origines, les gens me disent: «Tu sais bien, il courait il y a 3 semaines là, tu l'as déjà vu?» «Bah oui, il Oui, courait». C'est pas puis pour ça que je me rappelle les origines, quoi. oui, puis les noms des chevaux, ça peut être compliqué, enfin, Bah, c'est tout était compliqué. Au début, ça devait être quand même assez aléatoire la chose, hein. C'était un petit peu compliqué et c'est vrai que puis ils remplissaient pour ils arrivaient en retard et ouais, potentiellement, rien à faire. ils mettaient n'importe quoi aussi, enfin, Ouais, puis il y en a quelques-uns qui connaissaient même pas les origines de leurs chevaux, vraiment, ouais, ils savaient quel était le père, la mère, ils s'en foutaient. Les palmarès, genre, bah, c'était je sais plus en quelle année ils avaient couru, ils savaient plus rien donc il y avait rien, vraiment rien de figé quoi, rien de truc et oui, ça a été la première grosse innovation, que Jean-Luc Breton m'a apporté. Et ça, je le remercierai jamais assez Jean-Luc, d'avoir fait ça parce qu'il est c'est toujours à jour, hein, son site est toujours à jour. Il a je sais pas combien de dizaines de milliers de chevaux, d'origine, de trucs, de palmarès, de cavaliers et tout. C'est vraiment, fantastique et grâce à lui, bah, j'ai tenu le coup parce que c'était agréable après, hein. Tu avais juste à aller chercher sur son site, là, tu imprimais ta feuille et tu es arrivé ouais. sur la course avec, des origines précises et réelles surtout. Précises et réelles parce que de temps en temps, il met même les propriétaires comme ça. J'ai vu des che des fois sur des chevaux, on le le propriétaire parce qu'on l'avait et puis il y en a un autre qui me dit: «Ah non, non, il est à moi à 50». Il dit: «Il est pas qu'à lui, il est à nous 2». Il y avait des histoires tellement qui étaient vraiment super comme ça. Ouais, ça, c'était les débuts de l'endurance parce qu'aujourd'hui, ça nous Oui. semble inimaginable, que, enfin, par exemple, n'importe quel cavalier connaisse pas un minimum les origines de son cheval, quoi. C'est Oui, vraiment ça a vraiment changé. ils les connaissaient, mais si tu veux, il y Ouais. avait c'était plus aléatoire à cette époque-là, hein, 95, 96, 97 jusqu'aux années 2000, c'était quand même assez aléatoire. Ouais, OK. Donc tu te lances, là-dedans et tu vas, en fait, être appelé sur, une très grosse partie des compétitions en France, en fait. En tout, je crois que ça fait plus d'une vingtaine par an, si je me trompe pas et comme tu habites, à un endroit assez, excentré, on va dire, de la France, ça représente plus de 50 000 kilomètres, pour te rendre, sur chaque épreuve. Oui, c'est ça, à peu près, c'était le gros problème d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, je travaillais et dans la deuxième partie, donc j'ai commencé, je disais tout à l'heure, j'étais commercial et à la fin, donc je suis redevenu un petit peu plus sédentaire. J'étais responsable logistique d'une entreprise de transport. Donc j'habitais là, mais il fallait que je sois au boulot le lundi. Je pouvais quitter le vendredi, OK. Mais il fallait que je sois au boulot le lundi. Donc le dimanche soir, après les remises de prix, c'était enquiller les kilomètres et pour arriver au boulot pour lundi. Ouais. Donc ça a été très dur. Je sais pas. Normalement, on n'aurait pas dû faire des choses comme ça parce que c'était un peu de prendre beaucoup de risques je vais pas dire pas grand-chose parce que j'aimais ça et puis c'était nécessaire, mais c'est vrai qu'on a pris quand même des risques. Est-ce que tu as pas eu à un moment, eu envie de lever le pied? Parce que ça quand même ça demande quand même, beaucoup de disponibilité, beaucoup d'énergie Beh, aussi? les seuls moments où j'aurais pu lever le pied, c'est si ça ne devenait plus compatible avec mon boulot, quoi. Mmh, Si par exemple, mon boulot en pâtissait, j'aurais été obligé d'arrêter, quoi. bien sûr. Et là, j'avais des patrons compréhensifs, donc notamment donc sur la dernière partie, très compréhensifs. Ils me faisaient confiance. Ils savaient que quand je partais le vendredi, bah, je m'étais fait remplacer par quelqu'un qui était compétent, le boulot était assuré, tout était assuré et quand je revenais le lundi, tout avait été fait. Et il m'a toujours laissé faire, heureusement d'ailleurs, et j'ai eu la chance de le revoir, que je suis resté en bon terme avec lui, de le revoir à Saint-Barthélemy, l'année dernière, Saint-Barthélemy en Valse, puisqu'il habite pas très, très loin. Il Mmh. habitait à Anjou, où il va y avoir une course cette année. Anjou, j'ai vu ça, il y a une course cette année, donc j'avais la chance d'avoir mon patron, mon PDG quoi, PDG de Viaplans qui habitait à Anjou. Génial. Ouais. Du coup, tu disais, avant que ça coupe, que c'était vraiment difficile parce qu'en effet, avec Suzanne, vous rentriez parfois très tard, le dimanche soir, Ouais, au travail le lundi matin. ouais, très tard ou très tôt le lundi matin. Ah oui, carrément. Ouais, parce que des fois, que beaucoup de courses étaient donc, dans le sud. C'est-à-dire que tu repartais d'une course, que ce soit Cassel-Sagra ou autre comme ça, donc quelques heures de route quand même pour revenir, hein. Tu sais que donc, on arrivait 2-3 heures, 4 heures du matin pour aller au boulot à 7-8 heures. Waouh et Donc Suzanne, c'était ta compagne très donc, court. elle travaillait aussi? Non, 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 mais elle m'a accompagné tout le temps, depuis le début. D'ailleurs, c'était d'une aide très précieuse puisque
tout au début, c'est elle qui me faisait les classements. C'est-à-dire que, bah, là, et j'espère qu'on va aborder le sujet du chronométrage parce que ça a Oui, été quand même ce sera le quelque sujet. chose de super intéressant, hein. Et c'est-à-dire qu'au début, ben, elle prenait son papier, son crayon, j'avais installé des chronos sur une tablette et puis elle mettait ses chronos en route et quand ça rentrait dans le truc, elle mettait le numéro, le nom, les écarts, les choses comme ça. Et c'était, donc elle qui faisait tous les classements. Moi, je m'occupais de regarder les chevaux qui rentraient, des choses comme ça, donner quelques informations et autres, et on a très bien collaboré quelques années avant qu'il y ait le grand avènement du chronométrage. Mais juste pour revenir sur Suzanne, tu as eu la chance et enfin, l'endurance a eu la chance aussi qu'elle veuille bien, te suivre, à ce Ah oui, oui, oui. point-là, s'impliquer aussi pour «t'assister» entre guillemets, enfin voilà, c'était du Mmh. boulot aussi, je pense. Ah bah, sinon ça aurait été compliqué aussi, la vie de couple n'existait plus. C'est quand tu fais 20 courses, l'année, que tu pars le vendredi, que tu reviens le lundi, que tu es crevé comme un rat, donc c'est elle n'était pas venue avec moi, donc je pense pas que ça aurait pu être jouable. C'était pas C'était Ouais. différent. On aurait envie de voir les choses différemment, mais bon, ça lui plaisait bien, ça fait beaucoup d'amis aussi. J'avais la chance elle parle anglais, donc pour moi, c'était intéressant aussi. Donc, de rencontrer les gens, de faire des traductions, de faire des choses comme ça, quoi. C'était vraiment génial. On a vécu, je veux dire, 15 ans, 20 ans, vraiment, vraiment super, quoi. Mmh. Mmh. Et OK. 30 ans. Elle s'est arrêtée un petit peu, puis elle est revenue et donc ça a été, la belle époque. Oui, quand on dit, la phrase, hein, bon, qui est un peu bateau, mais derrière chaque grand homme, il y a une femme, ben, là, franchement, c'était voilà, ça prend son sens, C'était j'ai l'impression. oui, oui, oui. Bah, il est évident que si elle n'était pas venue avec moi, il aurait Mmh, fallu trouver d'autres solutions, c'était pas jouable comme ça, quoi. bien sûr. Mmh. Donc heureusement pour, Suzanne, il y a eu, et en effet, hein, une grosse amélioration du chronométrage grâce à notamment, ATRM. Est-ce que tu peux nous parler des peut-être premières fois où tu as travaillé avec eux? Bah, les premières fois, ça a été les premières fois, les premières fois qu'ils sont venus, et c'est vrai que dans l'équipe ATRM, c'est formidable. Que ce soit les tout premiers, donc il y a eu François, bien entendu, François, le père d'Adrien, qui était là tout au début. Il y a eu Jean-Yves qui est venu un petit peu après, qui a mis au point le système. Et bon, Jacques, que tu connais, toute l'équipe, tous ceux qui sont passés donc chez ATRM, mais en point de vue direction et puis, mise au point du système, parce que faut pas croire que quand on le voit marcher maintenant qu'ils en ont pas bavé pour le mettre à marcher comme ça, hein. Ça a été un petit peu, compliqué tout au début. C'était super, compliqué, ils ont tâtonné. Ils sont restés toujours, toujours, toujours vraiment que la même option, qu'il fallait que ça marche bien, et ils m'ont toujours intégré depuis le début. Et François, là, je ne le remercierai jamais assez non plus. Et François a toujours dit: «Il faut qu'on fasse quelque chose pour le speaker qui puisse avoir les résultats en temps et en heure, pareil que nous et tout». Les puis, donc ils m'ont demandé ce que je voulais. Donc si je voulais les écarts, là où je voulais que l'écart soit, là où je voulais que la vitesse soit, enfin bref, ouais. On a travaillé pendant des années sur le système. Ça a marché dès le début, j'avais des informations, c'était très bien. Enfin, dès que leur système a marché correctement pour l'endurance, parce qu'ils ont tâtonné un petit bout de temps quand même, mais c'est normal, hein. C'est eux qui ont tout inventé, il y en a tellement qui se sont amusés à leur piquer leur système que ça devient un petit peu, exagéré la façon dont les autres Mmh. s'imposent sur le circuit avec le système ATRM, parce qu'il y a que le système ATRM, il y en a pas d'autre, faut pas rêver. Et moi, ils m'ont toujours intégré et j'ai toujours eu ces ordinateurs, ces tableaux, toutes les informations que je voulais, je les avais donc à la seconde, en même temps qu'Adrien, sans arrêt. Et ça m'a permis, bah, tu vois, maintenant je commande de derrière l'écran. Je Oui. vois vraiment tout ce qui se passe, je vois l'ordre et c'est précis. C'est ça qui est bien, c'est précis. Je peux donner des vrais chiffres, hein, c'est pas des secondes approximatives, c'est des vrais chiffres, et là où des fois on ratait, nous, à l'époque, un cavalier qui ressortait, qui faisait un deuxième passage, on le voyait pas forcément ressortir parce que la sortie était pas forcément à l'entrée, donc on le loupait, il revenait après, le classement n'était plus bon, et donc là, c'était vraiment très, très précis et c'était génial, je veux dire, ouais. Jean-Luc Breton pour les origines, ATRM pour la facilité de travail, ce sont les 2 personnes les plus importantes qu'il y a eu dans le travail que je faisais, quoi. Le Bien travail sûr. que je faisais, c'est vraiment, tu vois? Ah oui, sans eux, je on serait resté dans l'approximatif, quoi. Mmh. Et c'est vrai que, bon, bah, l'approximatif, ça devient approximatif, hein. Donc Et il fallait passer à des choses sérieuses. si je me trompe pas, il y a un logiciel qui s'appelle Hervé qu'ils t'ont mis au point?
Enfin, le logiciel dont tu Ben, parles. c'est celui-là, c'est celui dont je te parle là. Celui-là, Exactement. oui, c'est hein? Ce logiciel Ben, s'appelle c'est Hervé, justement du coup. oui, il s'appelle Hervé, il s'appelle Hervé, mais bon, bah, c'est bien, je le remercie. Si tu veux, c'est François a toujours été, très proche de ce qu'on pouvait faire parce que moi, mon option, c'était de pouvoir intéresser le public au maximum et le public, les gens qui ne sont pas initiés, à la discipline, bah, ils arrivent et si tu leur racontes des bobards, des trucs, des machins, ça va pas, c'est pas bien, c'est pas les bonnes infos, ça ne va pas non plus. Le classement, s'il est pas bon, ça va pas non plus. Donc il fallait qu'on ait les outils et les outils, eux, ils l'avaient, mais il fallait qu'ils créent quelque chose et ils l'ont créé, gentiment et bénévolement pour moi, hein, parce qu'il y a pas de problème et je l'ai eu dès le début où ça a très bien fonctionné, j'ai eu ce système-là, quoi et on l'a amélioré, en changeant les colonnes, en changeant tout ça, en ayant les temps plus gros, plus petits, enfin bref, on l'a amélioré tout le temps. Et c'est vraiment l'outil de travail merveilleux. Tu restes devant ton écran Oui. et c'est arrivé même que pour les arrivées, je vois l'arrivée, plus facilement sur l'écran que sur le bord de la piste. Donc c'est pour ça que je reste toujours derrière mon écran parce que quand ils passent la ligne, je les vois, c'est inscrit sur mon truc et j'ai la moyenne, j'ai les écarts, j'ai tout ça. Alors que si tu vas sur le bord de la piste et en train de jouer avec tes papiers, tes trucs, tes machins, tu auras ta moitié. Et puis, au début, ils comprenaient pas pourquoi il reste assis derrière son ordinateur. Ils vont arriver, ils vont arriver. Bah oui, bah, je suis bien là. Il y a pas de problème, Oui, c'était vraiment génial. on voit juste nos yeux dépasser de l'écran en train de regarder les chevaux et puis tu continues à commenter et dans la foulée, en Mmh. fait, tu as les informations pour dire, voilà, les vitesses et je pense que enfin, notamment, François Carboul m'a raconté que sur certaines compétitions, sûrement au début, bah, ça a impressionné les spectateurs que tu puisses Mmh. être aussi précis dans les Que je donne et aussi vite. le nom, la place, le temps, l'heure et alors que j'étais même pas sur la piste, quoi. Je leur donnais ça. Je dis c'est vrai, même moi-même, j'étais impressionné, c'était vraiment génial, tu vois? Il y a eu Mmh. des courses, ça a rendu, vraiment le chronométrage de ATRM, ça a rendu les courses agréables à commenter et agréables donc à voir aussi parce que même tous les cavaliers ils ont des résultats, ils ont des choses comme ça avec s'entend. Il y avait, à l'époque quelques-uns qui me disaient: «On t'écoute parce qu'on connaît nos écarts, en t'écoutant, on était en train de groomer, on est en train de groomer, on écoute et on connaît nos écarts par rapport aux autres, quoi. Donc il Mmh. suffit qu'on t'écoute que tu donnes le classement, on a les écarts, on peut faire une stratégie de course, on n'a pas besoin d'aller courir après les papiers, des courses là» et c'est vrai que c'est bon, c'était génial et là, je remercierai jamais assez ATRM et François et tous les autres et l'admiration que j'ai aussi pour Adrien, qui est vraiment un mec, génial, génial. Donc il est venu un petit peu après, hein, Adrien, mais c'est vraiment quelqu'un de serein et je ne comprends pas comment il arrive lui, que quand ça merde, parce que de temps en temps il y a des merdes et il faut bien y arriver. Il y a une machine qui s'est pas mise en route, il y a une antenne qui démarre pas, il arrive à au lieu de s'exciter comme toujours, de courir partout, lui il se calme. Il se calme et il réfléchit et il trouve la solution dans les 30 secondes. Il a une capacité de faire ça qui est vraiment, stupéfiante Ouais. Du coup, toi, ton et c'est vrai intervention, en tant que speaker, ben, ça avait un intérêt, bah, forcément pour le public, pour un peu l'ambiance, de la compétition, mais aussi, pour les cavaliers puisqu'en effet, ils pouvaient continuer à faire ce qu'ils faisaient pendant qu'ils t'écoutaient, donner les informations dont ils avaient besoin. Donc oui, au oui, mmh. je sais pas si tu sais, mais François Carboul justement a écrit un article pour le magazine Red Équestre qui Oui, parle de toi. Je sais pas si tu l'as déjà lu? oui. Donc Ah oui, j'ai eu mon portrait dans Red Équestre. Oui. voilà. Il a une très, très belle plume. Il écrit très bien en effet. C'était en 2008, mais déjà en fait en 2008, ben, tu avais cette place qui est si importante Mmh. dans l'endurance française. Bon l'article est assez long, mais si ça te va, je vais juste lire, une partie, que j'ai adorée et que je pense, je ne serai pas la seule à adorer. Alors, donc l'article est découpé en plusieurs parties et cette partie s'appelle «Proposition pour une vraie réforme». Hervé Guédon fait à ce point partie du paysage français de l'endurance qu'il devrait être inscrit au règlement. C'est une évidence. Donc proposition d'article. Article XXX. Le délégué technique est dans l'obligation de s'assurer que l'épreuve est guédonisée à toutes les étapes. Faute de quoi, il devra en référer au président du jury et lui faire connaître sa décision d'annuler l'épreuve pour défaillance grave. Autre article. Tout concurrent pourra légitimement refuser de prendre le départ en cas d'absence de guédon sur l'épreuve et sera remboursé de plein droit. Petit coup de tempête sous la plume, délire complet sans réel fondement? Pas tant que cela peut-être. On ne sait plus comment c'est arrivé, mais il est sûr qu'aujourd'hui, les organisateurs, autant que les concurrents,
ne saurait plus envisager une épreuve d'endurance dans ce pays sans la présence, du commentateur animateur quasi exclusif de l'endurance française, qui sait si bien ajouter du sens là où il faut en donner et mettre du lien là où ça manque. Voilà, j'ai adoré ce passage. Ouais, ouais. Bon, guédoniser les courses, c'était le terme, c'est un petit peu exagéré, c'est vrai, et aller jusque-là, mais quelque part, l'esprit était là et c'est vrai que c'était important sur des épreuves internationales, si tu veux accueillir donc des sponsors, donc il faut qu'il y ait du public, parce que le sponsor ne viendra que s'il y a du public. Si tu l'intéresses pas, donc le public ne viendra pas, les sponsors non plus. D'ailleurs, on en a toujours pas beaucoup, il faut pas rêver. C'est vrai que le sport est tellement un petit peu bizarre. Bon, il y a eu l'avènement des grands écrans, l'avènement des GPS, des choses comme ça. On pourrait, certainement faire quelque chose, mais c'est toujours pareil, c'est que ça finit par coûter très cher quand on y met toute la technologie, hein, et Mmh. on l'avait eu la technologie, au championnat du monde de Montpazier, mais pourquoi est-ce qu'ils sont venus, imposer des gens qui n'étaient pas là? Parce que moi, je l'ai toujours regardé en travers ce championnat du monde. Je sais pas si on allait en parler, mais ce championnat du On monde, peut en parler, de bien sûr. Montpazier qui a été organisé de main de maître. C'était une super organisation sur un site que l'on connaît bien, avec une équipe que l'on connaît bien. Pourquoi est-ce que donc, il y a fallu venir humilier ATRM à ce point-là sur son terrain, chez lui, en leur faisant croire qu'ils étaient pas capables de chronométrer un championnat du monde, alors que c'est eux qui ont inventé le chronométrage, donc c'était Mmh. n'importe quoi. Il y avait des intérêts autres et ça, j'ai pas digéré parce que de toute façon, jusqu'à la semaine d'avant, je ne voulais pas faire le championnat du monde. Donc pas OK. sans TRM parce que j'ai essayé, mais mon écran, c'était pas ce qu'il y avait, j'avais plus les résultats, j'avais pas le truc machin, et puis leur fameux GPS, j'ai jamais vu une image de GPS qui m'a intéressé pour que je puisse commenter la course, à l'extérieur. Et qui t'a Donc donc convaincu donc de quand même le faire? Parce que, enfin, on n'aurait pas pu penser à un championnat du monde en France sans que tu sois là, quoi. seulement que si, vous l'auriez pu. Il y a pas de problème. C'est pas ça, mais bah, Adrien qui s'est encore une fois, tu vois, mouillé. Ils lui ont dit: «Bah, tu seras l'interprète entre le chronométrage Mmh. et ça», et Adrien, parce que je pense qu'ils ont dû l'avoir mauvaise comme j'avais mauvaise de ne pas d'être humilié à ce point-là Mmh. sur le terrain, quoi, de ne pas faire le chronométrage, de ne pas avoir, soi-disant, l'autorisation de le faire ou les capacités de le faire. Ça a été une de mes grandes déceptions dans les dernières années, ça. Pour C'est remettre dans génial, le hein, c'est contexte, pour ceux qui auraient pas suivi, le chronométrage d'un championnat du monde, c'est quelque chose de très important forcément parce que ça fait partie du sport, et malheureusement pour le championnat du monde de Montpazier, l'organisateur donc la Dored, Jean-Noël Lafort, voulait que ce soit, ATRM. Malheureusement, ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils ont appelé un super agrément de la FEI, ce qui les a empêchés, de chronométrer cette épreuve, de championnat du monde, et c'est un autre chronométreur qui l'a fait, et donc voilà, c'est ça que tu décris, oui, c'est ça que je veux dire, mais je pense que tous les Français sont au courant de l'histoire. C'est-à-dire, il y a bon. peut-être pas quelques spectateurs qui étaient là-bas, mais c'est vrai que ça a été désolant, ça a été désolant. Je Mmh, pense que la FEI, ils sont un ordinateur, ils font peut-être des belles choses, mais là, il en a fait une très moche. mmh, OK. Bon, pour revenir sur des choses un peu plus positives, est-ce que, enfin, je pense qu'aujourd'hui, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr même, tu fais partie des figures de l'endurance française. Enfin, pour moi, c'est le cas en tout cas. Est-ce que toi, est-ce que tu as conscience même de faire partie des piliers, de notre discipline? Bah, oui et non, parce que je reste convaincu que si je ne suis pas là, la course a lieu quand même, hein, faut pas rêver non plus. Je suis pas indispensable et il faut des cavaliers, il faut des chevaux, il faut des juges, il faut des vétérinaires, il faut tout ça. Moi, j'arrive, bon, bah, OK, je suis là, j'y suis pas, la course doit avoir lieu quand même, hein, faut pas non plus. Il faut remettre l'église au milieu du village, hein, il y a pas de problème, mais c'est vrai que j'y ai pris beaucoup de plaisir, les gens aussi a priori, parce que quand je vois toutes les marques de sympathie que j'ai vues tout au long de ces 30 ans, c'est vrai que bon, ils y prenaient plaisir, tout comme moi j'y ai pris plaisir, parce que si tu prends pas plaisir, tu fais pas ça, hein. Il y a pas de Ouais. problème. Disons en tout cas que sans toi, les courses ont une autre saveur. Il manque quelque chose. Mais bon, heureusement, tu as des successeurs dont on parlera un peu plus tard. Avant de parler d'autres choses, je voulais, revenir sur évidemment toutes les courses, sont importantes, elles peuvent avoir une place particulière, mais tu as quand même spiqué un certain nombre de championnats,
notamment championnat du monde, championnat d'Europe. Donc on peut citer, Compiègne, Tarbes, Castelsagras, Montpazier évidemment et aussi, les Jeux équestres mondiaux en 2014. Est-ce que tu t'en souviens? Mmh. Ah, très bien, oui, les Jeux équestres mondiaux, c'était une grande aventure et puis c'était avec Nicolas qui organisait, Compiègne et Mmh. là, Nicolas, c'est un très, très grand de l'organisation. C'est lui qui nous a monté d'un étage, c'est-à-dire qu'après les championnats du monde, puisqu'il a pris un peu le relais à Compiègne, en organisant des championnats du monde des 7 ans, des 8 ans, des choses comme ça, de très belles courses et il a donné du standing à l'endurance et c'est vrai que, il y en avait un petit peu besoin. Bon, bah, ça coûte peut-être cher le standing, mais il en avait besoin. Il nous a fait des belles courses et c'est devenu médiatique et c'est lui qui organisait les Jeux équestres mondiaux. Donc et là, ça a été une grande réussite, hein, les Jeux équestres mondiaux, très, très, très belle course, quoi. Dommage qu'il ait plu 8 jours avant, que le terrain était gadouillou comme pas possible Ah et oui. ça a été vraiment ah oui, 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 c'était une catastrophe. Le temps qu'il a fait en Normandie les quelques jours avant, c'était une catastrophe. Est-ce que tu te souviens de qui t'accompagnait pour piquer ce jour-là? Qui m'accompagnait pour piquer ces jours-là, c'était un speaker officiel. Mmh. Qui faisait beaucoup de tennis, je crois, beaucoup plus de tennis, qui venait parce que j'avais été embauché pour cette, épreuve par une, société qui était donc, je sais plus, du côté de Grenoble ou par là-bas, donc, dans le quartier par là-bas, je suis en train de chercher son nom et c'était assez compliqué. Je me rappelle donc, quelqu'un de très, très bien et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris avec lui aussi parce que c'était un professionnel de la télé. Il était sur Canal+. Il me semble, sur Canal+ et on a très, très bien collaboré pendant, ces courses-là. Il était vraiment génial, quoi. Et bah, c'est super que tu dis ça parce que je l'ai retrouvé. En fait, il s'agit de Marc Maury. Donc en effet, c'est un speaker qui est, très reconnu dans le milieu sportif et ben, je crois qu'il débarquait un petit peu dans l'endurance, ce jour-là et donc si tu veux, bien, on va écouter ce qu'il a à raconter, de ce jour-là. Alors, Ah bah, c'est quelle surprise! ah, je suis contente. Je voulais revenir un petit peu sur une petite expérience qu'on a eue, ensemble qui est plus que fondatrice, je pense, pour, un speaker lorsqu'on aime ça et il a eu une telle carrière que, d'être le speaker aux championnats du monde, aux mondiaux, puisque c'était les Jeux mondiaux, équestres qui avaient lieu à Caen. On s'est retrouvés sur, le parcours de l'endurance tous les 2 et moi j'ai eu cette expérience-là, qui était neuve pour moi un peu, même si je connaissais l'endurance de l'extérieur, je la voyais, je l'avais vue en télévision, j'avais jamais été, sur les sites mêmes, de ces grandes compétitions et de le faire dans je vais dire un endroit qui était plus qu'approprié puisque c'est le berceau de l'endurance en France, le faire entre la Bretagne et la Normandie. On était vraiment sous le Mont Saint-Michel, dans cet axe-là, et avec un endroit qui était assez merveilleux. Et on s'est retrouvés le matin. Alors bien sûr, avant, on avait un petit peu échangé, et on s'est retrouvés le matin à un peu travailler sur l'ensemble des participants et surtout à la lampe frontale. C'est-à-dire que l'expérience, elle est bien entendu enrichissante lorsqu'on se retrouve sur des gros événements, mais particulièrement ce jour-là, il fallait que tous les cavaliers soient prêts avant le lever du jour. Donc nous aussi, bien entendu, on était sur place et ils ont donné le départ. Je me souviens que le départ a été donné quasiment de nuit. Je pense, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a eu un départ qui était de l'ordre de, allez, 5h30 du matin à peu près, quoi. Donc c'était assez impressionnant. Et voilà, de profiter de ce moment-là. Et puis alors lui, il a une telle expérience, il avait une telle expérience de ce genre d'épreuve que moi, je buvais du petit lait à côté de lui, je me faisais plaisir. On avait travaillé un peu sur, bien entendu, chaque favori. Euh, les pays du Golfe étaient présents. Je me souviens vraiment de superbes compétitions et il m'avait expliqué un peu comment les vétérinaires travaillaient puisqu'il y avait des arrêts. On vérifiait bien que le cheval était apte à repartir. Enfin, il y avait
il y avait des moments très, très particuliers pour l'endurance qui sont bien codifiés, bien entendu, Mmh. et qu'il fallait énormément respecter. C'est ce qui vaut, bien entendu, que cette épreuve est particulière. Mmh. Et on fait très attention aux montures et également aux cavaliers à ce moment-là. Donc, moi, je profitais de ça, mais j'étais au cœur même grâce à lui et tout en l'épaulant, parce que je faisais vraiment, voilà, j'essayais de l'épauler au maximum. J'apprenais un maximum de choses. Je suis sorti de cette journée, mais avec un sourire aux lèvres. J'étais ravi. J'avais vécu un moment extrêmement fort. Voilà. Donc, je pense que lui aussi, parce que je le sentais se faire plaisir, et c'est un peu ça ce qu'on recherche nous dans l'animation lorsqu'on est quelque part sur un gros événement. Oui, on met en valeur les championnes et les champions, mais faut surtout jamais oublier de prendre aussi du plaisir. Parce que plus on va en avoir, plus on va communiquer cette passion. Et lui, il a une telle passion pour ces événements-là que non seulement je sais qu'il parlait au public, mais aussi il me parlait. Et donc, moi, je profitais vraiment de ces moments-là et on échangeait. Et donc, ça devenait, je pense, extrêmement intéressant pour le public qui était venu assez nombreux. D'ailleurs, il y avait beaucoup de monde sur le parcours. Ouais. Et puis, bien entendu, aux transitions aussi. C'est là que beaucoup de choses se passaient. Donc, voilà. Donc, c'était extrêmement intéressant. Moi, je garde cette expérience-là d'Hervé, et je sais, j'espère en tout cas que lui, voilà, a aussi pris du plaisir à travailler avec moi. Mais moi, c'était vraiment voilà, un moment particulier. Et je sais que c'est une niche, hein, tout le monde ne fait Mmh. pas ça, mais quand on a des spécialistes qui sont capables de faire apprécier, de faire aimer surtout, de vulgariser une épreuve qui peut peut-être paraître un peu parfois complexe, de bien expliquer tout ça. Je pense que voilà, tout le monde adhère et il y avait une ambiance extraordinaire. Je me souviens de ce départ là, j'allais le dire à la bougie, mais à la fontaine. C'était assez impressionnant. Voilà. Moi, j'avais vraiment apprécié de travailler avec lui. Ce que j'aime, moi, ce sont les gens passionnés. Je Mmh. pense que si on peut pas faire ce métier si on l'est pas, Mmh. d'abord parce que ça le rend plus facile. Bien sûr. Plus on est passionné, plus on peut apprendre plus vite et plus facilement, et surtout avaler un maximum d'informations et surtout le retranscrire. Et voilà, c'est un peu l'idée. Ben, je te remercie d'avoir retrouvé Marc. Bon, Marc, c'est Thierry, je suppose qu'il est toujours sur le métier. Il me semblait être, plus jeune que moi un peu et qui est toujours sur le métier. C'est vrai que, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette collaboration parce que, bon, c'est quelqu'un qui venait de la télé, des choses comme ça et qu'il avait mais il s'est vraiment j'ai pas senti que de supériorité, des choses comme ça. Il s'est mis à la hauteur des gens. Il s'est et vraiment c'était génial. Tout avait été bien, encore une belle course, superbe, superbe, prestations des cavaliers et autres, et pour un championnat de jeux équestres mondiaux, je veux dire, c'est le 1er, ce sera le seul que j'aurais fait. Mais je suis content de l'avoir fait, quoi. Mmh. Et j'avais regardé des images, des jeux équestres mondiaux justement, quand j'ai fait ces recherches parce que, bah, pour moi, c'était difficile, de retrouver qui Mmh mh. c'était. Même si en fait, il fallait juste que j'écrive à Nicolas Wallen pour trouver les coordonnées de la bonne personne. Et en fait, il y avait Oui. vraiment beaucoup de monde, enfin, on voit sur les images de 2014, enfin, c'était génial, quoi, le Mmh. public qu'il y avait. Ouais et ce qui était surprenant, si tu veux, c'est qu'il y avait, à cette époque-là, donc on bénéficiait d'images puisqu'il y avait un hélicoptère, je crois que c'était celui de Cheikh Mohammed, des trucs comme ça, qui faisait et qui était retransmis sur le grand écran et les gens ne quittaient pas les tribunes et ils restaient là devant ils étaient autour du vedette, ils étaient là dans les tribunes, il y avait le grand écran et on voyait ce qui se passait sur la piste puisqu'il y avait l'hélicoptère qui filait comme le Tour de France, quoi. C'est-à-dire que quand on a des moyens comme ça, c'est vraiment, génial et Ouais. puis il y avait la grande idée aussi donc, de faire le ved en longueur, quoi. C'est-à-dire que tu avais l'entrée, les allures, la sortie, la zone de récupération, comme ça, donc c'est vraiment génial. C'était encore une idée de Nicolas, ça et Nicolas a fait de grandes choses. Nicolas est Mmh. ça c'est une grande figure de l'endurance, Nicolas, alors qu'il s'intéresse beaucoup au CSO. C'est un homme qui vient du CSO, mais l'endurance, il a fait beaucoup de bien. Ce que tu dis, toi, c'est que tu as dit tout à l'heure, en fait, c'est que tu t'es beaucoup aussi, intéressée aux cavaliers. En ayant commencé il y a 30 ans, en fait, tu as vu, un certain nombre de cavaliers évoluer et certains grandir aussi. Est-ce que tu as des tu te rappelles d'arrivées ou d'histoires de certains cavaliers qui t'ont marqué?
durant ta carrière de speaker? Ah bah, j'ai des histoires qui m'ont marqué, il y en a, parce que si tu en es presque dans la troisième génération, là. J'ai eu un exemple, je pensais, Sabrina Arnold. Sabrina, en 1995, elle était avec un petit poney champion d'Europe à Morlaix, tu vois? Et c'est là que je l'ai vue pour la première fois, Sabrina, en 1995 et tu vois, elle est toujours là et c'est une grande dame de l'endurance et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Sabrina, mais tu vois, ça dure dans le temps et tous les autres, bah, les des Philippe Thomas ou autres, maintenant c'est les enfants, tu vois? Il y a la seconde génération, voire la troisième qui arrive aussi avec les tout petits et il y a plein de souvenirs. D'ailleurs, j'ai eu cette chance-là de connaître tous les parents avant de connaître les enfants qui courent maintenant et Dieu sait s'ils sont doués les enfants, hein. C'est vrai qu'on a vraiment un sacré potentiel de cavaliers en endurance et si j'en cite un, il faudrait que j'en cite, Bien sûr. 500. Parce que c'est Et vrai, je les ai tous depuis le début, quoi. mmh, Virginie, Adjé, sa maman courait et remporte le championnat d'Europe. Donc, tu vois, c'est tout ça, c'est vraiment c'est des souvenirs, vraiment géniaux, quoi. est-ce que tu te souviens d'une arrivée qui t'a marqué vraiment, où tu t'es je sais pas, tu t'es mis à pleurer tellement c'était, émouvant? Enfin, est-ce qu'il y a une ou plusieurs arrivées bien sûr, qui t'ont marqué, particulièrement? Des arrivées où j'ai pleuré, il y en a beaucoup. C'est C'est il y vrai? a pas de problème, surtout dans les interviews parce que j'ai quand même la larme facile et ça se voit d'ailleurs que là, dans ma voix, ça se voit et à chaque fois, bon, ils compatissaient parce qu'ils savaient que j'étais ému et que ça me prenait aux tripes. Mais des arrivées grandioses, on en a eu tellement, tellement de belles. Que ce soit sur les championnats, de hors championnat, sur des courses et pas forcément des arrivées les premiers. Des fois, tu en as des 5, 6e, 10e, qui sont là et ils sont tellement heureux de finir la course, c'est leur Ouais. première 160, ils finissent, bien classés, hein, le cheval en bon état, ils sont tellement heureux que c'est vraiment le bonheur et il y avait aussi, bah, des arrivées comme, tu vois, une course que j'allais oublier sur le premier interview qu'on avait fait ensemble, c'était la Baule et c'est grâce à Jacques, Bégaud qui en reparlait sur l'interview que tu avais fait de cette très belle course, Mmh. de la Baule et la Baule, bah, l'arrivée sur la grande place de la Baule comme ça, Waouh! bah, c'est-à-dire que c'est des trucs que tu ne vis qu'une fois ça, hein, dans ta vie et le lendemain et là, c'est vraiment quelque chose qui a marqué certainement tous ceux qui y étaient. Le lendemain, le CSO s'arrête, pourtant c'est un CSO de très, très haut niveau, hein. Mmh. Le CSO s'est arrêté pour la remise des prix de l'endurance et on a eu le droit donc au stade d'honneur de cette course-là. Ils ont fait donc un petit galop d'honneur dessus. On a présenté les champions. Ce sont mais vraiment des choses, vraiment géniales et là, ils avaient arrêté pour l'arrivée de la course. Ils avaient stoppé le CSO et ils avaient invité tous les gens, puisque le terrain de CSO n'est pas très loin de la plage, tous les gens à se déplacer et à venir sur la plage pour accueillir les cavaliers d'endurance. Tu sais, Waouh! ça s'est jamais revu ça. Ça, c'est des choses, inoubliables, inoubliables ça. Mais il y a toutes les autres courses qui ont été belles. J'ai eu la chance de toutes les faire ou presque toutes les courses de Florac. À Florac, il y a toujours des arrivées qui sont magistrales, tu vois? C'est grandiose là-bas. Je remercierai jamais assez tous les organisateurs de Florac, notamment Jean-Paul, parce que j'ai eu la chance avec Jean-Paul d'en faire, des dizaines, je crois. Une dizaine, on va pas exagérer non plus, mais d'en faire beaucoup et ça, notamment un championnat d'Europe et ça et c'est des organisateurs de haut rang et là, de faire toutes ces courses-là et il y a toujours de très belles courses. Il faudrait que je me creuse un petit peu pour te trouver des arrivées, qui ont été un petit peu exceptionnelles, tu vois? Des demi-tours, des demi-tours un petit peu difficiles, par exemple, ou des arrivées un peu difficiles dans le dernier tour, c'est ça que je voulais dire, que les chevaux arrivent derrière, que ça commence à sprinter, que ça donc on a des choses comme ça imaginables, hein. À Mmh. Nancy, ça avait été épique aussi, quand, je suis en train de chercher le nom, Cécile Miletto donc était arrivée en tête facile, facile et puis donc, son cheval a eu un petit peu peur du public, il est resté un peu coincé, elle allait peut-être se faire rattraper, Mince. l'arrivée du champion du monde à Compiègne, là aussi, donc ça rentre sur le terrain et j'ai jamais vu autant de monde, tu vois? Il y avait des milliers de personnes dans les tribunes qui se sont mises à gueuler puisque c'était les Françaises qui arrivaient en première, c'était donc Cécile et Maya et c'est vrai que, bah, des choses comme ça, tu vis ça qu'une fois, hein, mais il y a eu toutes les courses ont eu de très belles, très bons moments. Bon, il y a des fois maintenant, il y a un cavalier qui arrive, qui a une demi-heure d'avance sur les autres, donc c'est moins marrant. Mais
Ça a quand même du bonus, quoi. Il y a pas de problème. Ça me fait penser que finalement, un peu plus enfin, je veux dire dans les années 2010, même fin 2000-2010, les épreuves d'endurance étaient plus intégrées, aux autres disciplines, enfin notamment via les Jeux équestres mondiaux et c'est dommage en fait, que ce soit plus le cas. Bon ça Ouais, c'était mais avec ce qui s'est passé notamment à mmh. Tréguin bien sûr, mais tout ça, enfin l'arrivée à la boule, mais c'est fou quoi, je veux dire et ça Ah donnerait ouais, une mais image, à l'endurance qui la serait boule géniale. ouais, la boule, c'était grandiose, hein, les arrivées, l'organisation et c'est vrai que cet organisateur, vraiment, vraiment, il nous a dit: «J'accepte l'endurance» et il a tout fait pour, mettre en valeur l'endurance. C'était, magistral et bénéficier de la piste, donc arrêter le concours, alors que c'est tous les meilleurs cavaliers du monde qui étaient là. C'est une course de très, très haut rang Mmh. et tous les meilleurs cavaliers du monde, là, on a arrêté pour présenter donc les chevaux d'endurance qui avaient gagné. Ils ont fait un galop d'honneur pour voir qu'après 160 kilomètres, eh ben, ça peut toujours marcher et trotter et galoper un cheval, donc vraiment le bonheur, quoi et les arrivées du lendemain, c'est pareil sur les galops d'honneur, Florac, c'est quand même, quelque chose de d'un peu particulier, hein, avec le galop d'honneur à chaque fois, des remonter toute la ligne droite et tout ça. C'est vraiment des moments, tu vois, quoi, inoubliables, quoi. Mmh. Oui, parce qu'à Florac, donc il y a un prix qui est décerné aussi le lendemain, en fonction du cheval qui est Oui, le oui, ouais. la meilleure condition, Gaston Mercier. Et Gaston Mercier, là aussi quelqu'un un homme de cheval, bah, Mmh. entre autres, il est sellier, mais il a été cavalier avant parce qu'il a été champion d'Europe, donc je crois 2 fois. Champion d'Europe et puis, bah, il offre, un lot, à la meilleure condition du lendemain. Et c'est vrai, ça se perd un petit peu, donc les meilleures conditions, mais bon, ça reste, à Florac, ça reste très intéressant. Super. Lors de notre première interview, qui était la première de ce podcast d'ailleurs, je t'ai posé la question si tu avais une course, que tu préférais, mais comme tu es trop poli, ben, tu m'as dit que tu aimais toutes les courses. Heu, Ouais. du coup, je vais te parler d'une course en particulier, parce que c'est une course, qui est importante, sur le plan national et international, aussi parce qu'elle a accueilli des championnats du monde jeunes. C'est, la course de Castelsagra et à Castelsagra, il y a quelques années, il s'est passé quelque chose et je vais laisser Anne Donzelli en parler directement, si ça te va. Ah C'est ouais, bon? avec plaisir, Anne, j'adore. Allez, je laisse Anne en parler. Ah Hervé, que de merveilleux souvenirs avec toi, à Castel. Ton aide si précieuse pour les cérémonies d'ouverture, les remises des prix, nos petits signes de connivence pour le championnat du monde des jeunes. Mais ce que je veux évoquer maintenant, c'est un souvenir un peu particulier. Tu t'en souviens certainement. 2022, ouverture officielle de la course, remise des dossards sur la très belle place de Castel. Comme d'habitude, tu présentes les élus, les personnalités à honorer, les officiels, et tu me fais un petit signe pour attaquer la remise des dossards de la 160 du lendemain. Avec Jean-Jacques, on te demande de présenter une plaque que l'on te donne, passe cachée. Bien sûr, tu acceptes. Tu jettes un regard sur ce qui est écrit et tu fonds en larmes. Nous aussi d'ailleurs. Après un moment de silence, tu as montré au public la plaque Grooming Hervé Guédon. Dorénavant, ce panneau qui t'est dédié se trouve à l'entrée du grooming. Pardon de t'avoir fait pleurer, Hervé, mais merci pour toutes ces belles années. Mon ami, prends soin de toi et de Suzanne, et à très vite. Quel souvenir, tu vois? Les larmes reviennent encore. C'est vrai que Jean-Jacques, Castelsagras, ça, là aussi, j'ai fait pas toutes les éditions, mais presque toutes les éditions. C'est une telle belle ambiance, une telle belle organisation, comme il y en a beaucoup d'autres, hein, parce que c'est vrai qu'il faut pas non plus, tout le monde fait beaucoup d'efforts, quoi. Mais là, bon, c'était un signe intéressant et ça m'a fait très, très plaisir d'avoir, donc là, justement, je me rappelle que l'an dernier ou c'était l'an dernier, je crois, beaucoup sont venus me dire: «Mais où est la plaque?» Parce qu'il C'est vrai? l'avait déplacée ou ramassée pour ne pas qu'elle soit volée et le lendemain, elle avait été remise, donc tu vois? Bon, ça va. C'est génial en fait, que Ah, ça, voilà. c'est génial, des marques de sympathie comme ça, ouais, c'est vraiment génial, quoi. Mmh. Ouais. Les jeunes, on va dire, jeunes et moins jeunes, t'ont accompagné, aussi sur ces dernières années et pour, ben, peut-être petit à petit prendre le fil, c'est-à-dire, pas te remplacer, mais, comment dire? Continuer en tout cas.
Et il y a aussi eu, certaines personnes qui t'ont, speaké, en anglais de manière un peu plus intensive, on va dire, notamment Maisie, qui t'a beaucoup accompagnée, il me semble. Oui, oui. Ah mais si, c'est vrai, bah, ça a été une rencontre, heureuse, une belle rencontre de l'endurance. C'est un jour à Silfiac, une épreuve qui était organisée par, Claire Lefebvre, était là-bas et puis bon, Messi, je la connaissais pas plus que ça et depuis un certain temps, elle traînait avec, l'endurance, avec, les équipes de justement de Clervy et à un moment de temps, j'avais quelque chose à traduire en anglais, il y a un message à faire passer en anglais et bon, je me suis dit: «Tiens, puisqu'il est anglais, je vais lui passer le micro», en déconnant comme ça, quoi et je lui dis: «Tiens, annonce qu'il y a ci, il y a ça», je ne sais plus quel était le message. Putain, elle a parlé avec une voix posée d'hôtesse de l'air. Tous les autres étaient en train de regarder en admiration et tout. Ben, j'ai dit: «Ouais, tu t'exprimes bien». Elle dit: «Ah bon? Ah bon?» Je sais ouais, elle savait pas plus que ça, tu vois? Ben, je dis: «Ça t'intéresserait de venir, de temps en temps me donner un coup de main?» parce que moi, faire l'anglais, c'est pas ce que j'aime le mieux, c'est pas ce que je sais le mieux faire en plus, quoi. Donc elle me dit: «Ouais, pourquoi pas si c'est» bon au début elle dit: «Ouais, je ferai avec toi, mais toute seule je veux pas». Mais je dis: «Oui, il y a pas de problème, tu traduis ce que tu veux, tu dis ce que tu as envie de dire, du moment que ça corresponde à l'événement et tout». Et c'est vrai que les quelques collaborations qu'on a eues, ça a été vraiment génial, hein. Les gens ont adoré tout de suite sa voix, quoi, il y a pas de problème. Mmh. C'était vraiment un grand plaisir. Des belles rencontres de l'endurance, tu vois? Et bien, justement, elle va nous raconter un petit peu ce que elle a «pensé» entre guillemets de votre collaboration et puis elle va nous parler d'un moment. Alors on va l'écouter. Coucou Hervé, c'est Maïdy. Bon, ça fait bizarre de devoir te dire au revoir. Surtout que je pense que, comme tout le monde, je m'étais dit que tu allais éternellement être à nos côtés sur les courses d'endurance. En tout cas, je pense qu'on a tous beaucoup de chance d'avoir pu croiser ton chemin, d'avoir pu t'entendre, commenter les courses. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de chance d'avoir pu travailler à tes côtés. Je me souviendrai toujours de la première fois où tu m'as fait parler au micro. Je devais avoir 17 ans. C'était à la course de Silfiac où tu m'as demandé de traduire le menu du soir. Ensuite, tu m'as expliqué que tu pas trop faire les traductions, donc je t'ai suivie sur plusieurs courses, internationaux et notamment sur des championnats. Donc c'était des expériences, incroyables, des week-ends, très, très fatigants mais très, très intéressants parce qu'on se rend pas compte à quel point c'est dur ce que tu fais. J'ai rapidement compris qu'il fallait te laisser la parole pour les arrivées, que de toute façon je pouvais pas concurrencer ta voix dans ces moments-là et en plus, c'est un moment que, bah, je voyais bien que ça te passionnait énormément. Un très bon moment dans la journée, c'est quand tu nous sortais ton bidon de cognac. C'est là qu'on savait que la journée était bonne et que la journée était terminée. Et je me souviens aussi, surtout, que tu m'as laissé le droit de donner le départ sur le championnat du monde de Montpazier et ça, c'est pas rien. Et franchement, bien sûr, je l'oublierai pas. Donc, bonne continuation à toi Hervé et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Ben, merci à Maisie, mais il faut pas oublier non plus Noah. Je sais pas si on t'a entendu parler de Noah, si tu l'as vu? Non. Noah, on a fait les championnats du monde de Cassette Sagra avec Noah, qui elle, parlait espagnol, un petit peu d'italien, choses comme ça, mais elle faisait tous les traductions en espagnol et là aussi ça a été une rencontre, assez étonnante. Je crois que c'était à Cassette Sagra, la première rencontre, elle courait, elle a dû gagner sa course, enfin bref, elle était là. Je l'ai interviewé, elle parlait français, elle parlait espagnol, tout ça, puis à un moment de temps, il y a un Espagnol qui arrive derrière, 1er de la course suivante, et je pipe pas un mot d'espagnol, moi. Donc je lui dis: «Tiens, est-ce que tu veux bien revenir là?» pour, parler. Elle a fait les traductions, elle a fait tout, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial et là aussi, il y a eu une belle collaboration avec, Noah, un style un petit peu différent de Maisie, mais vraiment, vraiment une fille sympathique et j'espère que beaucoup vont la voir parce qu'elle est dans le derrière la frontière, espagnole. Je suis en train de chercher son petit pays là. Enfin bon, ça va me revenir peut-être tout à l'heure, mais bon, un gros bisou à Noah, quoi. Super. Est-ce que tu peux nous parler, de tes successeurs, français? Enfin, qui parlent, français dans le micro en tout cas, qui maintenant, vont, comment dire? Se répartir, les compétitions pour essayer d'assurer, l'animation des compétitions? On va essayer, ils vont
Oui, mais Oui. il y a pas de problème, Bien hein. sûr. Non, on peut essayer, c'est des gens qui sont déjà qualifiés, hein, c'est vrai, puis ils sont d'une sympathie extrême, donc il y a pas de problème. C'est vrai, j'avais déjà collaboré un petit peu avec, Sébastien, donc notamment à on va y arriver pour les championnats des jeunes, Ouais. à Juliange, oui, Juliange et puis bon, il intervenait déjà, il intervient sur le salon de Lyon, salon du cheval de Lyon, donc il a des intervenants, puis beh, c'est quelqu'un qui connaît bien le monde du cheval, qui connaît bien tout ça et puis, et en plus c'est juge et c'est vrai il y a beaucoup de possibilités et ça avait l'air de l'intéresser. Un jour, il m'a demandé: «Est-ce que je peux aller avec toi à Uzès? Je voudrais voir comment tu travailles». Ça, moi, j'ai dit: «Aucun problème, hein, aucun souci» et ça a été un parcours, presque, semblable pour, Pierre-Marie. Pierre-Marie, bon, était cavalier, que l'on connaît depuis très, très longtemps, cavalier d'endurance et il a même, été à très, très bon niveau. Il a travaillé avec Jacques Bégaud et autres, donc il connaît très, très bien le milieu et puis, là, il voulait revenir et rester un petit peu dans l'endurance. Il m'a dit: «Si un jour tu arrêtes, j'aimerais bien éventuellement, essayer». Je dis: «Absolument aucun problème» et l'occasion s'est trouvée sur les derniers, Montcuq. Il était là-bas, il était sur place. Je lui ai dit: «Allez, vas-y, roule, hein, tu te débrouilles tout seul, il y a pas de problème» et c'était bien et puis, je les apprécie tous les 2. Tous les 2, donc ils font du bon boulot, ils font des belles, interventions, il y a absolument aucun souci et il y a une jeune dame qui s'appelle, je suis en train de chercher Marine Maxence, là, qui m'avait appelé, elle m'a dit: «Je sais que dans ma région tu ne viens pas beaucoup sur les petites courses, j'aimerais essayer» et elle avait essayé, bah, avec un réel, beau succès et j'espère que Marine, bon, elle a fait quelques enfants, bon, un ou 2 je crois, qui s'occupe de sa petite famille, mais si elle, veut revenir, c'est avec, beaucoup de plaisir que j'aimerais donc qu'elle intervienne sur quelques courses dans sa région, Marie Maxence. Qu'est-ce que tu dis, enfin, bon, ça a l'air de se mettre en place de manière assez naturelle, ces collaborations, quand ça commence, mais est-ce que toi tu te dis quelque chose, ben, à ces personnes quand elles viennent, se piquer, enfin des petites, «règles» entre guillemets de comment Moi, je parler ou oui, pas? pas des règles, j'en ai pas forcément beaucoup à donner parce que tu as chacun son style Mmh. et si tu veux, c'est pas forcément ils sont pas obligés de copier mon style, pas du tout, hein, bien au contraire, hein, qu'ils fassent le leur et ça D'accord. sera très bien. Ils font de belles interventions. Moi, j'avais ma façon de faire, j'avais ma façon de chanter que d'élever la voix, Ouais. de crier comme ça. Bon, c'est chacun la sienne et puis il y a pas de problème. Mais bon, ils feront de belles interventions et je crois que ça démarre très, très bien puisqu'ils sont intervenus tous les 2. Je crois que c'était à Saumur, c'était Sébastien il y a pas très longtemps là Mmh. et il y a eu, en début de saison, il y a eu aussi, Bella à Saint-Dolé, Saint-Olay, c'était donc, Pierre-Marie Pierre-Marie. Morvan. Mmh. Donc non, non, ils font avec leur style, c'est des gens très compétents et je n'ai aucun problème, absolument aucun. Donc ils se partagent, au mieux la France, que ce soit ça Ouais. reste agréable pour quelqu'un et puis, Oui. roule. Est-ce que pour toi ça il y a une différence, quand tu dois, ben, justement, partager le micro avec, quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui parle aussi français ou quelqu'un qui, speak aussi en anglais, qu'est-ce que ça change un peu dans la dynamique? Bah, si tu veux, en français, quand il y a que le français, j'aime pas trop partager, pour te dire. Je comprends. J'aime pas trop partager. Mais, avec l'anglais, avec Maisie ou avec Noah, donc c'était simple, hein. On avait des réflexes. Moi, je faisais un peu de français, il faisait un peu d'anglais, un peu d'espagnol et puis, bah, tout allait bien. C'était réglé comme ça et c'est vrai qu'il faut amuser tous les publics. C'est pour ça que les collaborations, anglaises-espagnoles avec, Maisie et Noah, c'était vraiment, vraiment génial. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est prêter mon micro pour des interviews. Ça, j'adore ça et on aurait dû en faire encore plus, on devrait en faire beaucoup plus, donc je me contente des 3 premiers parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe en endurance, si tu veux, les 3 premiers sont arrivés, OK, donc on en parle, mais derrière, il y a tous les autres qui arrivent et qui sont méritants et qui ont fait des belles perfs aussi, dont il faut parler. Et si on parle que des 3 premiers, ça devient un petit peu organe et souvent j'en parle de trop. D'ailleurs que des premiers, j'en parlais un peu trop, faut plus j'arrête, c'est fini ça et donc pour ça, mais j'aurais aimé je voulais à une époque et j'avais réussi à le faire à Carré-les-Tombes, au championnat de France des jeunes. Je voulais faire un système comme, face au Tour. Je sais pas si au Tour de France, c'est-à-dire que quand les premiers sont arrivés, tu réunis tous les premiers autour de la table et tu poses des questions et chacun répond selon son compte comme ça.
Donc les 5-6 premiers, là, tu poses des questions et chacun répond. Celui qui a pas eu de chance va venir aussi. Celui qui a tout comme ça. Et ça, c'est la chose que j'aurais aimé faire. Mais comme il se passe toujours quelque chose, c'est toujours, il y a un applaudissement parce qu'il y en a un qui arrive, il faut se taire parce qu'il y en a un qui est au trotting et puis qu'il supporte pas les applaudissements. Que ça, c'est un problème de la discipline aussi que ça. Donc, mais bon, bah, tu vois, il y a plein de choses à faire et surtout, bon, on va continuer les interviews parce que les cavaliers se lâchent bien. C'est ça que c'est devenu très agréable, hein. Tout au début, il y a 25-30 ans, ils avaient du mal, ils voulaient pas venir, ils voulaient pas parler, ils voulaient ceci, cela. Enfin bref, mais maintenant, la nouvelle génération, c'est que du bonheur, que du bonheur. Ils viennent, même les jeunes, ils viennent, Oui. même réussir à en dérider certains. Il y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est que du bonheur de faire des interviews avec les cavaliers d'endurance et je les remercie tous parce que c'est vrai que là aussi, j'ai fait de belles rencontres, pendant les 30 ans. Jeunes, moins jeunes et tout ça, c'est vrai des fois, c'est pas forcément beaucoup de choses, mais c'est un clin d'œil, un sourire, chose comme ça avec le jeune ou autre et c'est très agréable. Donc j'ai beaucoup de bons souvenirs avec tous les cavaliers. Mmh. Je comprends. Oui, ce serait difficile d'interviewer, tous les partants, ça ferait beaucoup de monde, à écouter, je pense. Ouais et si tu veux, j'ai pris aussi dans les interviews le fait de ne pas trop aller, interviewer ceux qui ont perdu, ceux qui ont été éliminés, ceux comme ça parce que je peut-être que c'est un tort pour moi, il y en a certains qui l'avaient fait et puis qui ils en parlent, facilement, mais c'est vrai que celui qui vient se faire éliminer à l'arrivée sur une 160, c'est qu'il est pas forcément enclin à raconter sa vie, quoi et bon, c'est pour ça que je les ai épargnés un petit peu, tous ceux Ouais. qui étaient donc, éliminés ou autres, ou qui avaient chuté ou qui avaient des problèmes, tu vois? Donc j'essayais de pas trop aller les emmerder, quoi. Ouais, je C'est vrai, comprends. c'est ça, mais les autres, ils font comme ils voudront, hein, c'est pas de problème. Oui, c'était propre à moi, c'est vrai que Oui, c'est un là, je peu plus délicat, de d'aller demander, quel a été le problème ou mmh. ouais, oui, 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 c'est délicat et je me rappelle d'une chose, pourtant j'aurais dû le faire parce que justement à ce fameux championnat de France de Carré-les-Tombres, ça qui a été exceptionnel, le championnat de France des jeunes, donc Carré-les-Tombres, ça a été exceptionnel. C'était mon premier championnat de France, donc l'année, je pourrais pas te dire. Mais, j'avais fait justement cette table ronde-là avec les 5-6 premiers et on avait discuté et c'était vraiment très intéressant et très sympathique et il y avait une jeune cavalière qui était bretonne d'ailleurs, Laurence Bezit, qui était un petit peu en arrière et qui était un peu en larmes. Comme ça, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, je la connaissais bien, je lui dis: «Qu'est-ce qu'elle a?» J'ai dit: «Je vais la voir», on dit: «Tu as un problème?» Elle dit: «Moi, j'ai été éliminée, mais je voudrais, expliquer pourquoi j'ai été éliminée parce que c'est de ma faute». Dit: «Mon cheval n'a rien fait, c'est moi qui me suis pris au jeu à l'arrivée et puis elle a glissé, elle s'est, tordu le pied, ça, donc c'est complètement de ma faute, c'est de la faute de ma jument et je veux pas que qu'on tienne rigueur. Ma jument, elle est exceptionnelle, elle est très bonne, c'est moi qui ai fait une connerie aujourd'hui». Bah, moi je dis: «C'est trop bien ça, c'est vrai que des interventions comme ça, et c'est vrai que c'est super, mais bon, c'est pas toujours comme ça non plus, quoi». Mais là, petite Laurence qui est grande maintenant, parce que c'était il y a 20 ans, 20-25 ans. Oui. Ah vraiment génial. Mmh. OK. Les dernières anecdotes, elles sont pas enregistrées parce que je sais elles viennent de moi, donc je vais te les dire. Il y en a 2. La première anecdote, c'est, bah, le premier podcast, en fait. Je sais pas si tu t'en souviens ou pas? Quand on a Ah oui, enregistré le la 1er première fois. je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien, oui, qu'on a été faire ça donc à l'ombre de tous les regards. Oui, Oui, si, je m'en souviens très bien, oui. en Ouais fait, et on j'étais est honoré d'être le premier à ouvrir la longue, je veux dire, file des podcasts. exactement, on était donc à Fontainebleau en 2023 et ben, c'était avant la remise des prix évidemment. On s'était mis, au niveau des temps du chronométrage et en mars, il fait nuit super tôt et en fait, le temps qu'on finisse, l'interview, il faisait nuit donc on était tous les 2 dans le noir en fait, à parler dans le micro, et donc voilà, ça m'a marqué. Aussi, le fait que, bah, j'étais hyper stressée forcément pour cette, 1re interview, mais j'étais aussi en même temps hyper rassurée de le faire avec toi parce que je savais, que ce serait un échange, très bienveillant et que voilà, ça se passerait bien quoi qu'il arrive parce que c'était toi. Donc voilà, merci déjà de m'avoir fait confiance pour enregistrer cette interview, à l'époque, avant que voilà, ça démarre vraiment. La deuxième chose,
que je voulais raconter. C'était que donc Suzanne et toi, vous êtes venus à Toulouse en décembre dernier. Donc bon, je te l'ai déjà dit, mais encore une fois, merci d'avoir fait autant de kilomètres pour venir au salon. Je me souviens que je suis arrivée à l'hippodrome le vendredi, donc on commençait l'organisation. Et là, je vous ai vu dans votre voiture, toi et Suzanne. Et c'était un peu comme une vision pour moi hem, parce qu'en fait, vous étiez les premiers gens de l'endurance à être arrivés à l'hippodrome et je me suis dit: «OK, waouh, ça y est, c'est vraiment maintenant, quoi». Et ces gens-là se sont vraiment déplacés, pour mon événement et donc c'était trop bien. L'autre chose, c'est que, pour limiter un peu les coûts, de cette première édition, comme, je savais pas où est-ce qu'on allait, j'avais donc, loué des Airbnb et quand on loue un Airbnb, il faut qu'on explique un peu qui on est, pour que l'autre accepte et donc j'avais raconté que vous étiez mes grands-parents et quand je t'ai dit, «Bon, si le monsieur demande, dis-lui que tu es mon grand-père, quoi et que Suzanne, c'est ma grand-mère» et tu m'avais dit: «Oui, oui, t'inquiète pas, je suis ton grand-père», et et voilà, parce que et en fait, ça avait été même pas difficile pour moi de dire que tu étais mon grand-père parce que c'est un peu, le sentiment que j'ai que tu es, que tu es mon grand-père et le grand-père de voilà, de l'endurance, on va dire. Voilà. Je te remercie de toutes ces bonnes choses et si tu veux, je vais te renvoyer la balle parce que je suis content de t'avoir fait confiance, quand tu as voulu faire ton premier podcast, parce que quand je vois maintenant ce qui est devenu donc ton journal endurance et choses comme ça, Mmh. tout ce que tu fais, c'est vraiment très, très bien fait. C'est très beau et tu n'arrêtes pas, tu as tellement d'idées. C'est-à-dire ça devient surprenant, tu vois? Comme là, d'aller chercher des choses, donc tu vas faire des recherches inimaginables donc pour aller, chercher justement le speaker de, j'ai déjà reperdu son nom, tu vois? Marc Maury. Mais c'est Marc Maury, c'est vraiment quelque chose. Puis moi, j'aurais jamais pensé pouvoir travailler avec Marc Maury parce que c'est un gars que je voyais à la télé, donc tu vois? C'est ça et quand je vois tout ce que tu fais, donc tout ce que tu écris, tout ce que tu penses, l'organisation donc de l'épreuve de Toulouse, alors ça c'était magistral, Merci. merveilleux, merveilleux. Donc je sais que tu vas continuer, sans moi, mais que tu vas continuer, donc il y a pas de problème et c'est vraiment très bien et tu as une énergie étonnante, étonnante. Je sais pas où tu vas chercher ça. Je sais pas où tu vas la chercher, mais tu es toujours, le ton est toujours bon, c'est vrai, je t'ai jamais vu de mauvaise humeur déjà en plus, que je sais pas comment tu es. Mais le ton est toujours bon, les idées sont excellentes, le choix de tes interviewés est excellent aussi et je crois que je peux que te remercier et tout le monde de l'endurance ne peut que te remercier donc et continue très longtemps à faire ça si tu le peux. Ça marche. Moi, en tout cas, je suis hyper heureuse que tu aies pu être là à la première édition de ce salon parce que forcément, c'est une édition importante donc voilà, que vous ayez été là tous les 2 avec Suzanne, c'est une chance immense. Pour clore un peu, pour finir un peu l'épisode, je voulais te faire parler d'autre chose. Tu as vu, 30 ans d'endurance, donc tu as vu vraiment le début. Aujourd'hui, on est comme à un tournant, même si c'est un tournant qui dure depuis un certain temps. Il y a des gens qui disent que c'est moins bien, que c'est mieux. Bref, il y a plein de théories et d'idées différentes. Moi, j'aimerais que tu me dises en fait, on dit souvent: «Ah oui, avant c'était mieux, avant c'était comme ci, comme ça». C'est un peu le discours, dans tous les domaines. Mais j'aurais aimé que tu me racontes en quoi, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport à l'endurance que tu as connue il y a 30 ans? Et qu'est-ce qui est mieux, en fait? C'est ça ma question. Qu'est-ce qui a évolué en bien? En bien, c'est certainement, le niveau maintenant qu'il y a en endurance, c'est pas forcément sportif, c'est certes, mais le niveau aussi de d'aisance, ça l'avènement arabe a peut-être amené de l'argent, mais il y en avait besoin. Parce que je me rappelle en 1995 quand on a organisé ces fameux championnats d'Europe à Morlaix, les gens arrivaient de tous les pays du monde et je peux te raconter les Russes comment ils sont arrivés. Donc de tous les pays du monde, ils arrivaient avec des voitures qui étaient un peu brinque-ballantes, des vents à une place, qui était plus que brinque-ballant et c'était donc, un paddock dans le champ et la tente à côté du vent. C'est-à-dire qu'il y avait pas ils avaient pas les moyens de faire autrement. Ils venaient, là, l'équipe de France, je crois que c'est la première fois ou une des premières fois où ils allaient à l'hôtel. Donc, c'est vrai que le niveau était très, très relatif. C'est vrai qu'il y avait pas beaucoup d'argent, donc il y a eu l'événement puisqu'à partir de 97-98, quelques chevaux se sont vendus, bien vendus. Ça a amené un petit peu d'aisance, ça a permis aussi, grâce à des organisateurs comme Nicolas et Sou, de nous faire des épreuves qui avaient donc un standing. C'est vrai parce que Nicolas a amené du standing à l'endurance, donc des belles épreuves, ça, donc les ventes de chevaux se sont
se sont toujours faites, ça a évolué, et maintenant je crois que le milieu de l'endurance vit à peu près normalement. Normalement, c'est-à-dire que les gens peuvent aller à l'hôtel, ils peuvent se payer des gîtes, ils peuvent ci, ils peuvent ça, ils peuvent se déplacer. Donc là, les déplacements pourraient venir avec le prix du gasoil. Ça va peut-être s'arrêter bientôt. Mais si tu veux, ils ont, il y a eu un standing qui était donc sur l'endurance extérieure. Sur le sport en lui-même, il y a eu une belle évolution aussi, hein. Mmh. Parce que évolution sur, la façon d'entraîner certainement, sur la façon de nourrir, sur, tout ce qu'il y avait, parce qu'on arrive à des performances qui sont quand même, surprenantes, hein. Je me rappelle le Qatar quand il est arrivé chez Philippe, il venait sur toutes les courses et il te mettait 2 ou 3 km/h de plus à chaque épreuve, hein. Bon, bah, il y avait le Qatar qui était devant, les Français qui étaient derrière, mais l'année d'après, les Français étaient au même niveau. Donc ça a évolué. Peut-être qu'ils osaient pas, je sais pas. Donc ça a apporté un petit peu de renouveau, et c'est vrai qu'on a des belles courses, hein. Quand on suit des courses d'endurance, on a des belles courses, et il y a absolument quand même sportivement et autres. Et puis, bah, les chevaux n'ont pas l'air d'être plus fatigués qu'ils l'étaient il y a 15 ans, hein, et les moyennes ont monté considérablement. Mais cette ambiance, moi j'aimais bien. Elle a évolué dans le bon sens, je trouve, pour moi. Ça a évolué dans le bon sens, et il y a quand même beaucoup de monde qui a vécu depuis 95, 96, 97. Il y a quand même énormément de personnes qui ont vécu de l'endurance, qui ont vendu des chevaux, qui ont pu faire d'élevage, en faire naître d'autres, en faire, créer donc vraiment une synergie autour de l'endurance. C'est que maintenant, bah, les chevaux français, c'est quand même quelque chose d'important, hein. Mmh. Les chevaux issus de l'élevage français, les éleveurs, bien entendu, ont leur place, les entraîneurs ont leur place, les cavaliers ont leur place, et quelle place? Ils sont toujours au top niveau. Moi, pour moi, ça a été bénéfique. Bon, on va dire que l'argent pourrit tout, peut-être, mais en l'occurrence, pour l'endurance, ça a apporté quand même un peu de bien-être à tout le monde, et je crois qu'on en avait besoin, parce qu'il y a quelques années, je me rappelle que les haras appelaient les gens de l'endurance des gens sales avec des chevaux maigres. Donc il était temps de changer l'image, hein. Donc Ouais. c'est vrai que là, c'est devenu, très correct, et c'est une belle discipline. C'est vrai que les gens sont corrects, c'est bien, ça se passe bien. Bon, les niveaux, et c'est vrai que quand il y a compétition au niveau, bah, il y a des parfois, bah, il faut se chicaner un peu, hein. Et bon, il y en a qui savent y aller, hein, dans l'équipe des jeunes, pas des jeunes cavaliers et cavalières qui courent en senior, mais c'est-à-dire que c'est une équipe quand même qui est relativement jeune justement, et puis qui aime bien se battre. Donc et c'est vrai que toujours dans le respect du cheval, parce que de gros accidents, il y en a, évidemment, il y en aura peut-être toujours, ça je sais pas, je suis pas assez devin pour dire ça, mais je trouve que sur le réseau, européen, français européen, il y en a quand même pas trop, quoi. Mmh. Et on a des belles courses. On a de belles courses. Tout à fait. Maintenant, il est temps pour toi de te reposer et de prendre soin de toi et de Bah suivre oui, et de nous laisser oui. un petit peu. Est-ce que tu Ouais, peux oui, oui, bah, oui, oui, bah, c'est-à-dire que j'ai 72 ans, Mmh. je commence à fatiguer, il y Ouais. a pas de problème. Bon, on a bien trimé tout le temps, et c'est vrai, puis il faut laisser la place. C'est vrai que là, ça devient de plus en plus fatigant de faire les déplacements, les voyages, c'est loin, et on est plus tout jeune. Ben, Suzanne est un petit peu plus âgée que moi, et là aussi, ça fatigue, et bon, bah, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir surtout que, bah, je savais qu'il y avait, Pierre-Marie et Sébastien qui étaient là, qui m'ont déjà remplacé au pied levé quand j'avais besoin. Donc je savais que je ne mettais personne personne dans la dans le problème si je m'arrêtais. Donc Oui. c'est pour ça que j'ai profité de m'arrêter cette année. Il faut savoir. Il faut savoir, il y avait un âge, à ce qui paraît, pour quitter la FEI, mais j'ai jamais fait partie de la FEI, mais c'était dans ces eaux-là, 72, 75 ans. Et il était temps de quitter, oui. Donc on a quitté. Bah, si tu veux, je suis triste d'avoir quitté, parce que j'aurais aimé, pouvoir continuer un petit peu plus longtemps. Ça me fait plaisir, mais bon, je sais que physiquement, je commence à fatiguer énormément, et puis une course d'endurance, moi, comme je les vis, c'est pas forcément régime tous les jours, quoi. Il y a ça aussi. Ça use un peu, la santé, quoi. Ouais, bien Mais sûr. bon, j'essaierai quand ce sera possible d'aller vous dire un petit bonjour quand même. Mais les interventions, même en Bretagne, j'ai arrêté mes interventions, tu vois?
J'en ferai peut-être une, je ne sais pas une course complète, mais je remplacerai peut-être Pierre-Marie un samedi après-midi à Recorlet, OK. mais c'est juste une intervention s'il y a quelque chose à faire. Mais non, non, c'est c'est bon, il faut et puis quand on arrête, si on dit qu'on arrête, on arrête complètement. C'est pas de dire: «Bon, je vais en faire la moitié». Sur quels critères tu veux choisir ceux où tu vas aller, quoi? C'est ça le problème, Tu trop généreux aussi, tu pourrais dire, ben, je me limite à la Bretagne, par exemple. oui, oui, bah, la Bretagne, ils me connaissent bien et puis il y a ce qu'il faut en Bretagne, ils peuvent, jouer entre eux. Il y a Mmh. pas de problème, mais c'est vrai que tout le monde me disait: «Mais fais-en moins», mais je dis: «Sur quels critères je sélectionne?» C'est vrai, moi j'aime bien tout le monde, tu sais que je vais faire les belles courses, je vais faire Montpellier, je vais faire, Cassel-Sagrade, je vais faire Compiègne, je vais faire non, bah, il faut laisser un petit peu tout à tout le monde et puis, bah, je crois que c'était la bonne solution que je m'arrête. D'accord. Bon, Mmh. qu'est-ce que tu nous souhaites à nous, acteurs, de l'endurance? Qu'est-ce que tu souhaites à cette discipline, pour les prochaines années? Longue vie sportive, Mmh mh. parce que je sais qu'en ce moment, donc avec ce qui se passe un petit peu, si on ne peut pas être sans savoir ce qui se passe dans le monde. Mmh. D'ailleurs, tu es bien placé pour savoir ce qui se passe dans le monde, hein. Mmh. Qui que j'espère qu'il y aura toujours un peu de marché et que les pays du Golfe vont rester dans l'endurance, parce que ce serait dommage qu'ils quittent, parce qu'ils ont apporté quand même de l'argent soit, mais ils ont apporté aussi, bah, tout ce qu'on a en ce moment et c'est quand même un peu grâce à eux que l'endurance a pris cet essor-là et puis un petit peu reconnu. Donc, j'espère qu'il y aura toujours des possibilités de ce côté-là, qu'ils reviennent, qu'ils achètent un peu, que l'endurance parce que si on fait qu'une endurance, européenne, le tour va être vite fait, hein, des acheteurs, des choses comme ça va être un petit peu différent s'il n'y a plus, la possibilité d'aller vendre dans les pays du Golfe, ou d'intéresser les pays du Golfe à l'endurance. C'est vrai que ça va être un peu différent, quoi. Moi, je vous souhaite d'aller longtemps, longtemps, de courir longtemps, d'avoir des bons chevaux longtemps, mais surtout de faire de belles courses propres. Donc essayez de les faire. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais OK. c'est ça qui est important, ayez la conscience tranquille, quoi et puis, bah, faites-nous de belles courses, Mmh. pas de problème Ça et des va. beaux reportages. Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais parler peut-être? Moi, je voudrais remercier, bien entendu, tous les parties prenantes depuis 30 ans, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont été vraiment sensationnelles, fantastiques. Alors, on va peut-être commencer par les organisateurs parce que c'est vrai, c'est souvent la pièce maîtresse quand même d'une organisation et d'une épreuve. C'est eux qui ont l'idée, c'est eux qui la mettent en je vais dire, en forme pour que cet événement ait lieu et là, j'ai eu la chance de rencontrer puisque, bah, a priori, je dû faire entre 500 et 600 courses depuis 30 ans. Donc de rencontrer beaucoup d'organisateurs, même si quelquefois ça a été les mêmes, parce qu'il y en a avec plaisir que je suis allé voir pendant 30 ans et les mêmes et tout le monde les reconnaîtra, les reconnaîtront, pardon et ben, voilà les organisateurs qui nous ont reçus une fois, 2 fois et ça a toujours été un réel bonheur. Je n'ai jamais eu une déception sur une course, on organise avec les moyens que l'on a, mais il y a toujours une tellement belle volonté et tellement d'efforts qui sont donnés qu'on ne peut que les remercier, bien entendu et je les remercie, bah, de m'avoir invité à tous ces événements parce que j'en ai vécu de très, très beaux. C'était pas forcément tous les championnats du monde, mais ça pouvait être quand même des événements qui avaient donc, vraiment un intérêt et puis vraiment où on se sentait bien, on se sentait à l'aise et c'était le bonheur, quoi. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc, quand c'est le bonheur comme ça, il faut penser aussi à tous ceux qui interviennent, donc notamment les bénévoles qui sont là. Tous les bénévoles, ils ont toujours eu un mot sympa, gentil et tout, ça a été agréable, je leur demander quelque chose. On s'est jamais pris la tête avec un bénévole pour une raison quelle qu'elle soit et c'est vrai qu'ils sont là, ils font un boulot merveilleux et très, très souvent on n'y pense pas assez parce que c'est quand même une pièce maîtresse là aussi, hein, faire les circulations, faire, la sécurité, organiser, arranger les espaces, des choses comme ça, vraiment faire la cuisine, faire tout ça. Vraiment, on ne pense pas tout ce qui est fait en tant que bénévole et c'est vraiment, formidable. Il y avait derrière aussi, en dehors des bénévoles qui sont sur le terrain, il y avait les cibistes avec qui on a sympathisé très, très souvent. Bon, les cibistes, c'est comme c'était un petit groupe bien à part, donc ils avaient souvent leur petite buvette privée et puis ils m'invitaient à aller boire un coup et comme je ne sais pas dire non, j'y allais bien entendu. Donc c'est vrai, il y a eu de belles relations, il y en a toujours dernièrement avec, sur les dernières épreuves. C'est vrai que toute cette équipe a été vraiment, vraiment super sympathique et super compétente, hein. Donc, après les organisateurs et donc les bénévoles et tout ça, il y a bien entendu dans tous les
membres qui font partie du jury, qui sont vétérinaires. Donc les membres du jury, c'est vrai que depuis 30 ans, j'en ai rencontré énormément et j'ai sympathisé avec la plupart. De toute façon, je me suis fâché avec personne depuis 30 ans, je ne pense pas. Ça, s'il y en a un qui le dise ou alors qui se taise à jamais. Mais donc c'est vrai, j'ai jamais eu maille à partir avec qui que ce soit en 30 ans et vraiment ça a été que du bonheur parce que c'est des gens qui sont là aussi pour faire un métier qui est pas simple, qui est pas toujours facile, hein, d'être juge, d'être steward, de devoir prendre des décisions, les interdire de se garer ici, truc, machin, ça prend la tête parce qu'on comprend que les concurrents sont ici donc un petit peu sur les nerfs parce que pour eux, c'est toutes les courses, c'est des championnats du monde. Il y a pas de problème. Ils sont vraiment souvent les assistants sont plus stressés, plus affolés que les concurrents eux-mêmes. Mais c'est vrai que là, j'ai rencontré avec tous ces gens-là quelque chose de formidable et je garderai de toute façon jusqu'à la fin des amitiés avec tous ces juges, ces stewards, ces organisateurs, bon, il y a les vétérinaires aussi. C'est vrai que les vétérinaires, bon, c'était partie prenante et j'ai toujours été bien intégré dans leurs équipes sans participer à leurs réunions ou quoi que ce soit, mais toujours, il y avait des infos où ils venaient assez fréquemment voir d'où on en était, combien il en restait sur la piste, des choses comme ça. J'ai eu beaucoup de relations et on a créé quelques amitiés aussi avec, des membres de l'équipe vétérinaire que j'apprécie, énormément, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers, parce que dans mes remerciements, je n'oublie pas non plus les épreuves que je suis allé faire à l'étranger. Je suis allé de temps en temps en Belgique, et là aussi donc beaucoup de souvenirs avec, Pierre Arnoult et toutes ces équipes, donc c'est vraiment de très, très bons souvenirs. Donc la France a été majoritaire quand même. Je suis allé quelques fois aux Émirats, mais bon, c'était pour des raisons un peu hautes. Je expliquais pas beaucoup là-bas. On s'amusait parce que c'était l'arabe qui était le plus attendu et comme je ne parle pas trop donc de langue étrangère dans ces cas-là donc putain mais c'est pareil, j'ai sympathisé avec beaucoup de d'organisateurs de là-bas ou de participants et ça reste donc un réel bonheur de les avoir rencontrés sur les courses. Donc après les vétérinaires et c'est vrai que les vétérinaires, bon, il y en a ils ont un métier difficile aussi là, hein, donc de temps en temps, je me mettais à leur place et je me disais: c'est pas simple, c'est pas simple quand même», Ah. notamment sur les dernières étapes quand quelqu'un a fait son job, un cheval a fait son job, il arrive bien cassé, donc il est un petit peu clopinant. Moi j'aurais eu du mal à accepter ce genre mais bon, ils sont obligés de prendre des décisions comme ça. Moi, j'espère qu'un jour la règle changera. Ce n'est que mon avis, hein, c'est pas mon avis, ce n'est que la règle changera et puis bon. Et le cheval qui a fait son job, il a fait ses 160 bornes. Il boitait pas, 10 kilomètres avant, il boite 10 kilomètres après. Bon, il a fait le job, hein. Si on arrêtait tous les marathoniens qui sont pas carrés, je crois qu'il y en aurait pas beaucoup à l'arrivée non plus, hein. Il y a pas de problème. Donc, pour ça, je trouve cette règle un peu difficile, mais bon, hein, elle est certainement bonne. Elle a peut-être, un intérêt primordial, c'est de ne pas laisser tout faire et de ne pas assassiner les chevaux dans la dernière boucle. Certainement, mais moi je trouve ça un petit peu dur. Bon, moi ça ce n'est que mon avis. Mmh. Il y a pas de problème et il est évident que dans la liste des remerciements, donc je dois en oublier, mais ce que je ne dois pas oublier, ce sont tous les concurrents et concurrentes et là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bonheur pendant ces 30 ans. Ils ont toujours été réceptifs. Indulgents aussi parce que je n'ai certainement pas toujours été au top sur les courses, notamment au début, parce que comme je ne suis pas du monde du cheval, je ne connaissais pas grand-chose au cheval et je ne connais pas le plaisir qu'ont les cavaliers à monter. Donc ça, il faut que j'interprète ça donc à ma façon. Et c'est vrai qu'ils ont toujours été très, très indulgents. Ils sont venus répondre de aux questions. Ils m'ont toujours, toujours été agréables quand ils, finissaient une course. Bon, comme je te disais, il y a quelques paragraphes, précédents que je n'allais pas trop les embêter quand ça se terminait mal. Bon, ça, c'est ma nature. Il y en a d'autres qui ont été leur demander et peut-être qu'ils auraient répondu. Moi, je voulais pas les embêter, donc c'est comme ça, je suis comme ça, donc on va rester comme ça. En Ouais. plus, mais j'ai eu tellement, tellement de bonheur avec, les cavaliers, les organisateurs et autres, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un événement particulier, ils y pensaient. Je me rappelle, par exemple, au début des années 2000, quand donc, il y a eu les premiers championnats des 7 ans et 8 ans à Compiègne, c'est tombé donc le jour de mon anniversaire et Ben Amar, que tout le monde connaît, hein, le fameux Ben, qui était là. Il a passé sa journée à aller voir les cavaliers. Il dit: «C'est l'anniversaire d'Hervé aujourd'hui, on va lui faire un cadeau, donne une pièce et tout». Ils ont réussi à ramasser un magot encore, ce coup-là, pour m'offrir des cadeaux le soir. Il y avait
des bouteilles d'alcool des années, on n'en parle pas, mais de vieilles années, des cadeaux, des fleurs, ça, il y en avait un peu pour tout le monde et donc des fêtes, Waouh. une superbe fête comme ça. Et là, ça avait été à l'initiative de Ben et c'est vrai que bon, je les remercie encore parce que sur le coup, tu sais, on n'a pas le temps, pas vraiment le temps de les remercier, pas vraiment le temps de regarder, ouais, les cadeaux aussi, hein. Par exemple, là, une bouteille d'alcool qui m'a été offerte de 1988, je crois, ou un truc comme ça, oui, mais 88, un alcool fort de 88, je crois que c'était de l'Armagnac et je n'avais pas vu au début qu'ils avaient tous mis leur dédicace sur la boîte. C'était une boîte en Waouh. bois. Et Mmh. je l'ai gardée quelques années et un jour, je dis: «Il faut qu'on y goûte quand même» et on y a goûté et j'ai vu en ouvrant la boîte que tout le monde avait signé, enfin la plupart, tout le monde ne le sait pas, mais la plupart avaient signé, laissé un petit mot sur la boîte et j'ai toujours cette boîte-là en souvenir, tu vois? C'est des choses comme ça qui sont vraiment super. Il y a une autre, si je parle de mes anniversaires, il y en a une autre, c'était à Monpazier où, l'organisateur, donc en chef me dit: «Tiens, on a un truc spécial à faire, donc tu annonces qu'on va faire un cadeau à une personne». Donc je l'annonce comme je le fais toujours, il va y avoir un cadeau spécifique et j'ai vu donc, un Manitou arriver avec une palette et c'était une palette de vin qui m'était destinée parce que c'était mon anniversaire. Donc tu vois, donc une palette repartir avec une palette de vin d'une course, c'est quand même assez original et là, bon, c'est vrai que c'est des plaisirs immenses, avec tous ces gens là-bas, toutes ces équipes. C'était des plaisirs immenses. Il y en a eu beaucoup d'autres les années qui ont suivi. Il y a toujours une petite attention. Ça, des attentions sur les cours. C'était beaucoup d'étrangers, d'Italiens, d'Espagnols, ça, qui m'amenaient une bouteille de vin. Je dis: «Tiens, là, parce que bon, on aime bien ce que tu faisais». Moi, je dis: «Je fais ça parce que ça me fait plaisir, parce que vous êtes sympa». C'est-à-dire, mais c'est vrai que ça me fait très plaisir de recevoir donc c'était un petit truc, un petit cadeau et autres et puis il y a eu, bah, un cadeau m'a particulièrement fait plaisir, mais les autres aussi, bien entendu, mais celui-là, c'était à l'initiative de France. Ça devait être en 2020, je disais tout à l'heure, je sais plus, c'est l'année où on s'était opéré, on est en 26 en 23, en 2023, je pense, ou 2022, enfin, dans ces années-là. France, Paul, a eu une idée avec, quelques amis, pardon, de faire une cagnotte, pour moi et là, ils ont bien caché leur jeu parce que je me la suis présentée en plus, ouais. C'est comme tous les autres, c'est-à-dire on va faire un cadeau spécifique à une personne et bien donc France était là et ils m'avaient offert une cagnotte, d'un montant, impressionnant donc on est en train de dépenser toujours, tu vois? Depuis 2-3 ans parce qu'on pouvait faire un grand voyage, partir 8-15 jours, 3 semaines, à l'étranger, au soleil, sous les palmiers et autres et puis ça a pas été trop notre style, on a plutôt Ouais. faire quelques week-ends de temps en temps, Mmh. ça, des petites choses qui nous faisaient plaisir, qu'on n'avait pas eu le temps de faire depuis les 30 ans et qu'on a fait et on va terminer maintenant, on va avoir un petit peu de temps. Donc on va pouvoir terminer, c'est de dépenser cette cagnotte et je remercie tous ceux qui ont participé parce que c'était vraiment, vraiment important comme cagnotte et comme cadeau et là, c'est pareil, tu as pas le temps de remercier tout le monde, tu as pas le temps Bien sûr. d'exprimer. Puis je communique pas beaucoup non plus sur Facebook ou autre, sur les réseaux, donc je vais pas leur dire: «Tiens, je suis allé bouffer un homard à tel endroit». C'est pas trop le style de la maison, mais c'est comme ça, donc je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié, on en a beaucoup profité et on en profite encore, je veux dire, parce qu'on va la terminer, bientôt. Donc c'est un tas de choses qui en 30 ans, si tu veux, le nombre de personnes que j'ai rencontrées, les belles rencontres que j'ai fait et tout ça, donc on peut moi je suis très, très heureux de toutes ces rencontres, de toutes ces les cadeaux qui m'ont été faits, mais je parle cadeau de la présence, hein, juste la présence, c'était un cadeau, les gens qui venaient, qui répondaient à des interviews, juste un sourire, juste de temps en temps un petit signe de la main ou tu vois, une attitude que tu voyais, dit: «Tiens, bah, il s'est passé quelque chose, on va aller le voir», il y a plein de choses comme ça et ça m'a permis donc d'avoir beaucoup de concurrents et de concurrentes, qui nous ont donné des petits indices sur leurs courses, sur la façon dont ça s'était déroulé, ce qui s'était passé, ce qu'il y avait et ça c'est grâce à ça que j'ai pu faire vivre quelques courses un peu différemment. Parce que c'est vrai que je ne connaissais pas grand-chose aux origines, je connaissais pas grand-chose aux chevaux, donc il fallait que je m'intéresse à autre chose et j'intéresse les gens à autre chose. On aurait pu continuer sur les origines, le grand-père, la grand-mère, ainsi de suite et remonter jusqu'à Mathusalem. Mais bon, ça n'intéressait pas forcément le public. En parler,
c'est important parce qu'il faut en parler pour les naisseurs, pour les cavaliers, pour les éleveurs, pour les entraîneurs, il faut en parler, mais on va pas monter jusqu'à peine d'âge, comme on dit, donc ça aurait été pas grand-chose. Et puis, parler des cavaliers, des palmarès des cavaliers, d'où ils viennent, ce qu'ils font, et notamment quand il y a des étrangers qui arrivaient. De bien loin, pardon. Parce qu'il y en a qui sont venus un petit peu loin, quand on a tous les pays chinois, tout ça, qui sont venus et qui étaient présents, ça c'était un réel bonheur, parce qu'ils étaient vraiment très, très sympathiques aussi. Et là aussi, quand je te disais que j'avais souvent des cadeaux, j'ai eu des liqueurs chinoises, je peux dire qu'il faut s'accrocher. Je sais pas comment ils font pour ça. Mais là, il faut vraiment s'accrocher. Il y a pas de problème. Mais j'avais eu aussi en 95, j'avais aussi de la vodka faite maison, comme nous on fait le calva ici, faite maison par l'équipe russe qui était venue à. Là, je peux te dire que ça, quand ça te montait aux neurones, ça devenait grave. Là. C'était gravissime. Mais quel bonheur d'avoir rencontré ces gens-là. Donc tu vois, je pourrais continuer éternellement, mais je veux pas en nommer quelques-uns parce que si je les nomme, je vais en oublier forcément. Et vraiment, ils sont tous dans mon cœur. J'ai passé tellement de bons moments pendant ces 30 ans, pendant ces 500, peut-être plus de 500 courses. Ça a été vraiment donc un réel bonheur et il y en a pas une que je dis tiens, je ne referai plus jamais parce que c'était trop chaud. Non, vraiment, vraiment, j'ai apprécié tout le monde et je remercie vraiment tous les intervenants de toutes les courses, quels qu'ils soient, même ceux que j'ai oubliés, je les remercie parce que ça a été vraiment un réel bonheur pendant 30 ans. Mmh. Merci à toi Hervé, d'avoir été si généreux avec nous, tous les gens de l'endurance et d'avoir, répondu présent, toutes les fois où tu pouvais, même si c'était difficile parfois, j'imagine. Donc, merci d'être, l'un des piliers de la discipline française. On a de la chance d'avoir, un grand homme comme toi, on a eu la chance de t'avoir à chaque compétition parce que tu veillais Et sur vous en nous, aurez quelque part. et vous en aurez d'autres grands et ça se passera très bien, vous inquiétez pas. La vie s'arrête pas aujourd'hui, il y a pas de problème. Non. Et c'est vrai que ça se prépare et j'espère que ça va aller très, 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 très longtemps et que vous allez vous prendre plaisir tous, vous, à courir, à faire des interventions comme toi tu fais, à faire des organisations comme tu fais, tous les autres. Donc, prenez beaucoup de plaisir et puis que ça dure le plus longtemps possible. Mais n'inquiétez pas, je vous suivrai, même si je ne suis plus sur les cours, je vous suivrai au mieux. Et il y avait justement, donc on parlait tout à l'heure de binocle, un des intérêts qu'il y avait aussi avec le système cheval.live, c'est que on pouvait suivre. Bon, on suit les classements sur Yamama et sur Mindari et autre chose, mais là, on pouvait suivre en direct, donc les commentaires, les arrivées, les choses, donc ça. Non, c'était intéressant, donc ce système-là, et j'espère qu'il sera repris, que notre ami Vinod pourra présenter assez longtemps donc cette fonction qu'il avait montée, qu'il avait donc préparée, pour qu'on puisse entendre les commentaires sur son téléphone Depuis quelle n'importe que soit la place où Voilà. on est dans le monde. Donc j'espère pour ça elle sera reprise parce que ça méritait d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue organisationnel et tout, ça mérite vraiment d'y faire attention et de reprendre en compte. Peut-être des petites améliorations, on peut en apporter toujours, ça y a pas de souci, mais j'aimerais bien que cette fonction, pour ceux qui le peuvent, parce que bon, ça coûte toujours un peu d'argent, mais ceux qui le peuvent, donc Mmh. la remettre en place et qu'on puisse entendre de ce qui se passe sur les épreuves, ça fera un petit plus par rapport aux résultats donc de Yamama et enfin, les résultats de Yamama fournis bien entendu par l'excellent ATRM. Attention. Absolument. Bien Ouais, sûr. ouais, ouais, il y a pas de souci. Bon, Bon, tu vois prends Hélène, soin je te remercie de toutes ces questions et c'était sympa encore une fois donc prends soin de toi et de Suzanne, je pense que c'est le plus important. il y a pas de problème. On se reverra. J'essaierai de passer de temps en temps, vous dire bonjour et boire un petit coup avec vous. Il y a pas de souci. Parfait. À Eh bientôt. ben, mes amitiés à toute l'endurance. Allez, bye.